Et bonjour, bonsoir tout le monde. Comment va? On se retrouve pour une nouvelle émission de Tout d'un cours, et une émission un peu spéciale. À chaque fois, j'ai l'impression que tout d'un coup, ça fait longtemps, parce qu'on fait quoi, une fois par mois. Ouais. Aujourd'hui, c'est très spécial parce que effectivement, tout d'un coup, on s'était lancé autour du festival de Clermont finalement, et donc on reçoit Laura, qui est attachée de presse au festival de Clermont-Ferrand. Salut. Bienvenue à toi. Effectivement, Les bouclés. comme je disais, nous, l'émission, elle a commencé en janvier là. Ça va faire 1 an bientôt. Et on a commencé par montrer des films qu'on a vus au festival. C'est vrai, c'est vrai. C'était notre warm-up un peu pour le festival. Et après, on faisait une émission pendant le festival. Donc cette émission s'est créée autour du festival de Clermont, quoi. Et l'idée là, c'est de parler du festival, de qu'est-ce que c'est qu'en soi de faire un festival de court-métrage, et qu'est-ce que c'est que ce festival particulièrement aussi, quoi. Et ça nous tient à cœur aussi parce que c'est vrai que là, c'est ce qu'il explique indirectement, mais sans le festival, en fait, il n'y aurait pas cette émission, il n'y aurait pas eu, il y aurait pas ce besoin de parler de court-métrage. Nous, à chaque fois, on était simples spectateurs. Ça nous frustrait de ne pas pouvoir en parler. On voulait en faire quelque chose, de regarder des courts-métrages. Alors bien sûr, ça nous nourrit, nous, en tant que... parce qu'on fait du scénario, on fait de la réa. Ça nous nourrit sur ce qui se fait actuellement, sur différentes visions, que ce soit française ou internationale. Et au final, on est là, on fait cette émission qui était juste un petit truc comme ça, juste pour le court-métrage à la base, pour le festival du court-métrage, qui est maintenant une émission qu'on essaie d'avoir, présenter des réalisateurs, présenter des nouveaux courts-métrages, faire des cartes blanches. On la développe petit à petit et c'est un peu la boucle bouclée pour nous. Tout à fait. Alors du coup, on est très content de te recevoir. Alors on disait que tu étais attaché de presse, mais peut-être tu peux te présenter un peu plus. Ouais, carrément. Du coup, je m'appelle Laura. Ouais. Je m'occupe des relations presse, effectivement. C'est comme ça qu'on était en contact au début. Ouais, tout à fait. Et je fais aussi partie de différents comités de sélection au festival. Toutes les personnes qui travaillent dans l'équipe du festival toute l'année. Ouais. En fait, on a tous plein de casquettes. On fait tous de la sélection. Et moi, je vois beaucoup de films français. D'accord. Et là, c'était la première année où j'ai aussi vu beaucoup de films espagnols. Voilà, D'accord. donc je fais de la sélection et les relations presse et d'autres petits trucs à côté aussi. Ok, ouais, on va détailler un peu ce qu'il y a dans ce festival-là. Ça évoque déjà des questions, mais peut-être on peut commencer par dire un peu c'est quoi l'histoire du festival de Clermont, parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'il existe. Ouais, carrément. En fait, là, ce sera la 46e édition du 2 au 10 février. Ouais. Et en fait, le festival, il est né vraiment d'une envie de montrer des courts-métrages. Donc c'est vrai que c'est super cool de vous entendre en parler comme ça, parce que je pense que l'envie des créateurs du festival au début, c'est de créer de la curiosité et que les gens aient envie d'en savoir plus. Donc j'ai l'impression que ça marche 46 ans après et ça fait plaisir. Mais à la base, c'était juste des étudiants qui avaient découvert ce format, qu'ils trouvaient trop bien et qui ont eu envie à la toute fin des années 70. Donc la première semaine du court-métrage, c'était en 79. Okay. Et donc au début, c'était juste quelques jours avec plein de séances de court-métrage. C'était pas encore compétitif. La compétition, c'est arrivé après, c'est arrivé en 80 ou 82, okay. La compétition française. Après, ça a commencé à prendre un peu plus d'ampleur. Ils ont commencé à recevoir des films de partout sur la planète. Donc il y a eu la compétition internationale des années plus tard. Et la dernière compétition, la compétition Labo, elle a un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant. Donc voilà, okay. L'idée c'était ça, c'était éveiller la curiosité des gens et leur montrer que le cinéma, c'est pas que du long métrage, c'est aussi des formats plus courts et c'est aussi super intéressant. C'était quoi le besoin exact de créer une compétition? Alors j'imagine qu'il y a toujours une envie de dire oui, on est un peu le meilleur, mais ça doit être aussi... est-ce que c'était pour essayer de mettre en avant vraiment certains films et peut-être les aider dans une production après ou dans une distribution, ou c'était juste... D'autres festivals un peu plus de long métrage le faisaient, et on s'est dit pourquoi pas. Eh ben, alors à l'époque, j'étais pas vraiment là parce que je n'étais pas encore née. Donc j'aurais eu du mal à parler à la place des fondateurs, mais je pense qu'au début, ils avaient envie de montrer du format court, donc ils ont montré plein de courts-métrages. Ça faisait très longtemps que ce format il existait de toute manière. Ouais. Enfin, vu que l'origine du cinéma, c'est des films qui sont très courts. Et je pense qu'après, ils se sont rendus compte qu'il y avait une grosse production en fait chaque année. Et donc, ils se sont dit, ce serait chouette qu'on mette en avant la production très récente et qu'on montre l'actualité justement à travers le format court. Et donc, c'est là qu'ils se sont peut-être dit, en recevant plein de films très récents, que ça pouvait avoir vraiment de la gueule de faire une compétition avec tous ces films super.
D'accord, ok. Donc, ouais, au début, même, il n'y avait pas forcément. C'était pas forcément des films récents qui montraient, c'était juste vraiment le plaisir. Ça prenait. Bon, lui, il a 10 ans, mais il est très bien. C'est juste faire un palmarès, faire une sorte de. Best-of de ce qu'on avait best-of découvert. de ce qu'on connaissait déjà, quoi. Ouais, D'accord, ouais. ok. Et c'est encore d'ailleurs l'essence du festival, puisqu'on a les 3 compétitions. Ouais. Bah, nous, c'est vraiment le cas. Et en fait, on a plein de programmes qui sont en dehors de ces compétitions. Il y a les 4 programmes qui sont dans la rétro thématique, les 4 programmes qui sont dans le focus qui est autour d'une zone géographique, plus plein d'autres Plus programmes. région, et Ouais. voilà, tous les trucs un peu spéciaux qui sont des fois des séances uniques où il y en a 2 ou 3 grand maximum. Ouais, exactement. Et du coup, on monte pas que des films. Enfin, les compétitions, donc bien sûr, c'est que des films récents. Mais après, tous les autres programmes, ça peut être des films vachement plus anciens. Et pour les rétros, on s'amuse justement à remonter un petit peu le temps et à aller faire des recherches sur des films qui datent pas d'aujourd'hui. Et genre en rétro, là, par exemple, sur la rétro thématique, on a un film qui date de 71. Donc, ouais. Ouais, c'est pas un des films que t'as choisi dans les films qui t'ont marqué? Si, ouais, carrément. On va en Exactement. parler, mais on va même regarder la bande-annonce. Ok, cool. Ok. Bah c'est ça, c'est que je crois qu'on l'a pas dit, mais c'est quand même le plus gros festival de court-métrage au monde. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de films qui sont montrés en une dizaine de jours. Ouais, c'est ça. Rien que nous, l'année dernière, on en a regardé une centaine et je crois qu'on a regardé peut-être un tiers des films qui sont montrés. C'est toi qui as les chiffres, mais ouais, je crois on a. Ah ouais, une centaine quand même. Waouh. Ouais. Bien joué. Mais en fait, on commence plus on y va, plus on commence à être organisé sur notre planning. Ok, trop on bien. se couche. Puis on n'est pas trop des couches-tard. On n'est pas trop à boire longtemps après les dernières séances. On est plutôt en mode ah bah il y a l'émission le lendemain matin, puis ensuite on doit faire ça. Ok. Donc et ouais, l'année dernière, on a eu de la chance de pouvoir regarder pas mal de films, beaucoup de français, résultat, comme on voulait. D'habitude, on a regardé plus des films français. Ouais. C'est ça. Et mais c'est toujours des sélections incroyables. Il y a plein de visions. C'est toujours très cool. Mais justement, on voit que ça attire tout le monde. Alors bien sûr, ça attire ceux qui sont. Il y a les invités, il y a les équipes, il y a la presse et tout ça. Mais au-delà de ça, quand tu regardes sur certaines séances, même dans les salles qui sont un peu plus petites, il y a de tout. Il y a du jeune, il y a de l'étudiant, il y a des personnes âgées. Ça attire vraiment tout le monde. Même ça fait plaisir parce qu'en ce moment, le cinéma c'est toujours un peu compliqué sur les longs métrages. Et remplir des salles juste avec des courts métrages, ça prouve qu'il y a quand même un besoin de nouvelles choses. Et dans le court métrage, on voit de nouvelles choses, quoi. Ouais, bah, je pense après, comme on a vraiment de tout dans les courts-métrages, dans le cinéma aussi, et on essaye aussi de s'adapter à tous les publics, notamment auprès d'une jeune public. Ouais. Il y a des séances qui sont adaptées pour les tout petits, pour les maternelles. Les maternelles peuvent déjà aller voir des courts-métrages, il y a des choses qui sont vraiment prévues pour eux. Donc c'est vrai que c'est assez marrant des fois quand on voit une salle, on a l'impression qu'il n'y a personne dedans. Si, en fait, c'est rempli, mais c'est qu'ils sont tout petits, ils dépassent à peine des sèches. Donc, ouais, il y a vraiment des séances pour les tout petits. Après, il y a certaines séances qui sont plus pour un public adulte. Il y a même certains programmes, quand il arrive, quand il y a des films qui ne soient pas pour les jeunes du tout, on avertit bien dans le programme, on fait bien attention. Donc, je pense que les parents ont l'habitude, mais voilà, quand on met des avertissements, en général, c'est pas pour rien. Donc, c'est vrai que ça brasse beaucoup de gens. Et puis, comme Clermont, c'est aussi une ville étudiante, les étudiants, ils s'éclatent pendant la semaine du festival. Enfin, moi, j'ai fait mes études à Clermont. Je suis arrivée à Clermont pour faire mes études. Et quand on découvre le festival, ça devient un rendez-vous, que ce soit pour aller regarder des films, pour aller boire des verres et puis débriefer justement de ce qu'on a vu juste après. Et aussi pour être bénévole, parce qu'on a 300 bénévoles, sans qui le festival ne tiendrait pas. Et dans ces bénévoles, il y a beaucoup d'étudiants. Donc, ouais, ça brasse plein de gens et c'est ça qui est chouette aussi. Donc c'est un peu resté cette identité d'étudiants. On voit aussi qu'il y a pas mal de facs qui sont associés. Il y a certaines des salles, c'est des amphithéâtres, où il y a des projections, quoi. Ouais, exactement. Il y en a un qui a été renommé d'ailleurs, l'amphi Agnès Varda, il n'y a pas très très longtemps. Et c'est dans la fac de lettres. Et l'amphi, il est assez immense. Du coup, c'est chouette qu'on puisse investir ce lieu, même si ce ne sont pas les fauteuils les plus confortables. Non. Pour une séance pour une séance de court-métrage, ça va. De temps en temps, c'est cool. Ouais, c'est une grande salle. Et puis les étudiants justement de la fac de lettres, je pense, sont assez sensibilisés. C'est dans cette fac aussi qu'il y a des cours de cinéma. Il y a des jeunes qui étudient le cinéma. Donc, c'est plutôt logique en fait qu'on y soit aussi présent. Donc, c'est cool. Ça nous fait une salle immense en plus à investir pendant le festival. C'est parfait.
Ok. Et puis au-delà des séances aussi, vous avez besoin de salles pour des conférences, des masterclass, pour des rencontres, des interviews. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup de vie en dehors de juste en dehors de juste voir des projections. L'année dernière, il y avait de la VR, il y a plein de choses. Ça a essayé d'expérimenter plein de choses et d'être toujours dans l'actualité de ce qu'est un média un peu de qu'est-ce que le média de divertissement court. Et c'est toujours, il y a toujours des très bonnes surprises, hein, vraiment. Même le principe d'avoir une thématique par nationalité ou juste sur un thème, ça fait que chaque année on découvre de nouvelles choses. Tout à fait. C'est vraiment très très cool. Et ces thématiques permettent de revoir des choses qu'on n'a pas vues. On n'a pas vu tous les courts-métrages et justement ce côté rétrospectif de vieux courts-métrages, c'est vraiment très plaisant. Ouais, ça permet de revoir des films primés aussi, même récents, qu'on a peut-être loupé parce que vous en avez vu 100 l'année dernière, mais je crois que tout le monde n'a pas le temps d'en voir autant. En vrai, on a vu la majorité des films qui ont eu des prix, on les a vus. Ok. Mais oui, on n'a pas tout vu. Non. On n'a pas tout vu. Ça peut servir de rattrapage. Ouais, clairement. Parce que dans les rétros et dans les films qu'on choisit de diffuser qui sont pas donc ultra récents, qui sont pas pris pour les compétitions, il y a des films qui sont jamais passés au festival aussi, parce qu'on puise dans les ressources qu'on a et on va aussi piocher partout. Partout, là où on a des gens passionnés de cinéma, on parle avec eux. Et là, pour la rétro, j'en parlerai tout à l'heure, mais on a demandé des avis à plein de personnes différentes qui travaillent sur d'autres festivals que le nôtre, parce qu'on est aussi ouvert sur tout le monde et puis on est curieux de tout. Donc, du coup, on va fouiner partout en France, partout ailleurs. Et puis, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 40 ans. Ok. Ouais. Vous allez voir ceux qui ont été inspirés par vous, en fait. Non, je rigole. Non, j'aurais pas Je n'ai cette rien dit, prétention. c'est pas ce que je voulais dire. Et du coup, tu disais que c'était 300 bénévoles le festival. Ouais, 300 bénévoles. Alors coup, c'est porté par l'association Soft People de court-métrage. Ouais. Et ça représente combien de salariés Alors, à l'année, on est une grosse vingtaine. Ok. Mais en fait, on a pareil, on n'est pas que 20 à tout gérer. Ouais. Donc en fait, plus le festival s'approche, plus on a des gens qui rejoignent l'équipe. Okay. Sur des contrats plus courts qui viennent nous aider, que ce soit par exemple pour gérer les invitations. Toutes les personnes qu'on va inviter, les réalisateurs, tout ça qui vont venir pendant le festival voir leurs films en salle, bah, on les invite, ils viennent, et du coup, il faut les loger. Et oui. Et en fait, juste ça, c'est bête, mais on a besoin de quelqu'un qui nous aide du coup à faire toute cette logistique-là qui est super importante aussi. Et donc les bénévoles sont heureusement là et très nombreux. Et après, justement, il faut des gens pour les gérer, ces bénévoles. Pareil, donc on a une équipe qui arrive en décembre pour nous aider à former ces super teams pour le festival. Donc je ne sais pas combien on est en tout à la jetée, parce que la jetée, du coup, c'est le QG, c'est là où on travaille, c'est là où on a nos bureaux. Mais je sais par contre que la jetée est beaucoup trop petite à l'approche du festival. On essaie de créer des bureaux partout. Mais là, c'est vrai qu'on est un petit peu à l'étroit quand le festival arrive. Et en même temps, ça crée l'ébullition et on est encore plus près que le festival arrive. Ouais. Mais du coup, toi, comment tu t'es retrouvée dans cette affaire-là ? Alors, je me suis retrouvée dans cette affaire-là parce que quand j'étais étudiante, j'avais un petit souci d'hyperactivité, je pense. Ouais. Donc, j'ai été bénévole sur un petit peu tout. Ouais, j'étais dans 32 associations. J'étais dans 32 associations. Juste 32 associations. J'en ai créé 7. Non. Mais du coup, j'ai été bénévole au Festival du court-métrage. Il y a eu une année où je me suis dit qu'en plus de la fac et de mon petit boulot, un stage, ça pourrait être chouette. Et je me suis retrouvée stagiaire. Du coup, à l'époque, on faisait encore des stages bénévoles assez longs. Okay. Je crois que c'était la dernière année où c'était encore possible de faire des stages très très longs, quasiment toute l'année scolaire. Ah oui. Et donc j'ai fait un stage au sein de l'équipe du festival. Et après, j'ai plus jamais lâché l'affaire. Je suis restée bénévole. Après, j'ai eu des petits contrats pour aider la personne qui gérait les relations presse depuis très longtemps. Puis au fur et à mesure, j'ai pris un petit peu plus de place. Et à un moment, on m'a demandé de revenir vivre à Clermont pour réintégrer l'équipe. Ah, voilà. Trop cool. Ouais. J'ai l'impression que t'es pas la seule, qu'il y a plein de gens qui ont une histoire un peu avec le festival et des gens qui restent vraiment longtemps. Ouais, en fait, je pense qu'on est assez nombreux effectivement à être entrés au festival en tant que bénévole, avoir été bénévole pendant des années, des fois avec un boulot à côté qui avait vraiment rien à voir. Ouais. Moi, la première année où j'ai sélectionné des films, je travaillais dans une école primaire et j'étais adjointe d'animation, quoi. Ouais. Donc, du coup, on a une implication avec l'équipe du festival. Mais ça peut être en bénévole, des fois ça va être en sélection, on peut avoir plein de rôles différents et on passe plein de petites étapes avant d'arriver vraiment en tant que permanent dans l'équipe. Donc c'est aussi chouette parce que ça fait des parcours assez intéressants et on a tous connu un petit peu toutes les tâches qu'il y a au sein du festival. Au final, tu as une meilleure conscience de tous les pôles qu'il peut y avoir au sein de l'association, au sein du festival, et ça doit être avantageux. Ouais, carrément.
On nous dit dans le chat témoignage d'une nana qui en est à plus de 12 ans de festival, beaucoup d'amour pour l'équipe du festival. Ouais, on a un autre exemple ici de quelqu'un qui a été bénévole, Bah ouais, et qui est sur grave. d'autres tâches et qui est là depuis longtemps. Et finalement qui nous a emmenés aussi comme ça au festival, hein, qui nous a dit moi j'y vais chaque Première fois, elle nous a kidnappés. Hein. Voilà. Écoutez, on y va, etc. Puis après on se dit c'est chouette. Puis après on se dit mais ce serait bien de parler des films qu'on voit. Moi, la première année, c'était c'est chouette, mais je suis malade et je peux pas sortir. Malade, ouais. Ah mince. Bah, tu t'es bien rattrapé depuis, j'ai l'impression. Ouais, ça va. Mais la première année, je suis resté 4 jours au lit, donc j'ai loupé la moitié du Je me festival. souviens de cette. C'était un enfer. Ah, l'échec. Et résultat, ça crée. Eux, ils allaient voir des films, mais moi, je voulais aller voir d'autres séances, donc on n'allait pas voir les mêmes C'était films. une année très étrange. Oh là là. C'est pas la meilleure année. Du coup, ils te spoilaient tous les films en rentrant? Non, quand même pas. Quand même. Ouais, oui, non, mais Je crois surtout qu'on qu'on n'a pas vu les mêmes films. Là, on n'a pas vu les mêmes films, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde sur celui-là. Parce que vous alliez voir des séances que moi je voulais absolument voir, donc résultat, je rattrapais certaines séances, mais aussi j'essayais de venir avec vous. Mais Après, il y a des séances de rattrapage qui sont possibles. Des fois, il y a des reprises aussi de certains films. Il y a certains films qui sont en ligne aussi qu'on peut regarder après le festival. Ouais. Et on fait une reprise des palmarès à Paris. Donc là, ce sera le dimanche 3 mars. Ouais. Donc c'est après le festival du court-métrage. On va présenter à Paris les films qui ont été primés. Donc il y a une séance par compète, une séance inter, une séance nationale, une séance labo. Et cette année, il y aura même une séance jeune public. Et les films sont cool aussi. Cool. Vous pouvez aussi venir voir les films pour les petits. C'est au Forum des Images, c'est ça, souvent, c'est ça. Ouais, exactement. Donc là, ça permet un petit rattrapage si on a été malade ou si on n'a pas pu venir aussi. Amener les courts-métrages aux Parisiens. Ouais, je pense qu'il y a plein de façons d'en voir ici aussi, mais nous, on s'importe aussi. Ouais. Il y a quelques petits festivals dans Paris qui ont lieu. Nous, on est allé à un petit festival, c'était Montreuil, c'est ça Montreuil, ouais, celui-de voilà. Qui était plus orienté long-métrage, en fait, mais qui avait quand même une petite case. Il y avait une petite case de court-métrage. Il y a aussi celui de Pantin. Ouais, côté court. Côté court. Mais oui, il y a quand même un peu de court-métrage. Mais c'est vraiment des petits festivals, quoi. C'est pas la même ambiance. Il n'y a pas toute la ville qui est en mode c'est le festival. C'est vrai que tu en parlais tout à l'heure, mais à Clermont, c'est ça qui est. Enfin, on envahit toute la ville parce qu'il y a la programmation et c'est vrai, il y a tout ce qui est à côté. Il y a des expositions, il y a des événements, il y a aussi des concerts les soirs. Donc, du coup, le festival, il fait vivre un petit peu toute la ville et puis c'est pas. En ambiance ultra studieuse, je prends mon petit catalogue, je prends des notes. Tout le monde le fait aussi. Ça, c'est que pour nous, ça. Mais, non, je crois qu'il y a plein de gens qui prennent des notes sur les catalogues. Et il y a des gens aussi qui se rencontrent dans les files d'attente. Oui, c'est particulier les files d'attente. Ouais. On se passe le mot de quelle séance aller voir. Tiens, est-ce que vous allez aller voir tel film, aller voir telle séance, il y a plein de films trop bien, etc. Ouais, ça fait les conversations bataille navale. Va voir F9. Non, on va voir L2. C'est incompréhensible pour les gens qui arrivent, mais les habitués, ils font ah ok, d'accord, je sais déjà quelle page c'est dans le catalogue. Ok, cool. Et du coup, toi, alors tu parlais du fait que vous êtes multicasquette. Donc, on parlait de toi comme attaché de presse, mais tu es aussi sur la sélection de films. Ouais, et carrément. Comment ça se passe, la sélection de films, alors ? Eh ben, on voit beaucoup de films. En fait, ça dépend parce que c'est pas exactement le même fonctionnement pour les 3 compétitions. Okay. Donc moi, je peux vraiment vous parler de la compétition nationale. Après, bon, j'ai bien sûr mon idée de comment ça se passe sur les 2 autres. Mais la compétition nationale, on est une dizaine. On reçoit, là, on a reçu 1992 films, je crois. J'ai cru que c'était une année au début qui allait. C'est une année de naissance. C'est une année de naissance. C'est mon année de naissance. Voilà. 1992 films. Waouh. Ouais, on en reçoit. Après, on regarde pas des films qui doivent durer 3 minutes. Non, parce qu'en plus, la compétition nationale, ça peut durer 2 minutes, mais ça peut aussi durer 59 minutes. Ouais. C'est vraiment moins d'une heure. Ouais. D'accord, ok, il y a jusqu'à 1 heure pour être toujours en compétition. D'accord, ok. Ouais, l'inter, c'est différent, ça va jusqu'à 40 minutes maximum. Okay. Mais le national, voilà, ça peut aller jusqu'à 59 minutes. Et on sait que les films français, ils ont besoin de temps. Ouais, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, c'est juste ça. Non, ouais, je trouve ça marrant qu'il y ait une différence de 20 minutes sur la vision d'un court-métrage pour l'inter et le français. J'aimerais bien savoir pourquoi il y a
Ça fait longtemps que c'est en place. Est-ce que c'est le débat sur moyen-métrage ou pas du tout? Alors ça, on m'en parle souvent. Genre, on me demande souvent de définir ce qu'est un court-métrage, combien de temps ça dure. Et il y a pas mal de gens qui vont se dire « Ah, ça dure 25 minutes » ou « Ça va durer 40 minutes maximum ». Mais en fait, le terme de moyen-métrage, est-ce que tu serais capable de me dire combien c'est exact? C'est entre combien et combien? Ça dépend Moi, ce que j'entendais, c'est en gros, les gens qui pensent moyen-métrage, souvent vont dire court-métrage, c'est 30 minutes. Et au-delà de 30 minutes, c'est moyen-métrage ou quelque chose par là. Je dirais même c'était 31 que j'entendais souvent pour un court-métrage. Et ensuite, jusqu'à 55 ou 60 minutes. En fait, dès que ça dépasse l'heure, c'était souvent un long-métrage. En tout cas, quand ça dépasse l'heure. Je crois que les gens sont plutôt d'accord. Quand j'étais au cours Florent, en tout cas, c'est pas mal ce qui se disait là-bas. Là, je crois qu'on a décidé de pousser vraiment jusqu'au bout pour la compétition nationale, et ce qui nous a permis en fait de prendre des films des fois très longs. Donc c'est rare en fait quand vous regardez les catalogues du Festival de Clermont qu'on ait un film qui fasse plus de 50 minutes, ça arrive pas souvent. Mais il y a quelques années, on a eu un film qui s'appelle Braquet-Poitiers. Okay. Et il faisait, je crois qu'il faisait au moins 57 minutes par là, mais en fait il faisait entre 50 minutes et 1 heure. Ouais. Et c'est vrai que je pense que ça peut, pour la plupart des gens, rebuter un petit peu, se dire oh là là, moi je suis venu pour voir des courts-métrages, donc des trucs plus courts. Et en fait, ce film, il a trop marqué les gens. Il était vraiment exceptionnel aussi. Enfin, il était vraiment très très chouette, et il a remporté vraiment une unanimité auprès du public, de tout le monde. Okay. Et donc c'était chouette. On était très contents d'avoir pu partager ce film. Et si on s'était restreint à 31 minutes, pourquoi pas, on n'aurait pas pu diffuser ce film. Donc nous, on va jusqu'à 59 en national. Il y a une autre règle en inter, mais ça c'est pareil. Je pense que ces règles-là remontent à un temps où peut-être j'apprenais à lire, un truc comme ça. Donc je pourrais pas vous dire exactement pourquoi ça a été décidé comme ça, mais voilà. Donc, désolé, j'ai interrompu. nous même un de nos coups de cœur, nous on aime bien les films pas trop longs, mais un de nos coups de cœur de l'année dernière, je crois, il fait 49 minutes. Ah, tu parles de La mécanique des fluides. Ah oui, qui était en labo. Qui était en labo, ouais. Alors 49 minutes en labo, on n'était pas. Il faisait 39. Hein. C'était à 39. Parce que c'est 40 la limite au labo aussi. Mais c'est très rare qu'il y ait des films aussi longs en labo. Et c'est vrai que le jour Jean était super. Je crois que c'était un 49, autant pour moi. Mais déjà, 40 minutes, un docu expérimental. Oui. Ça pouvait. sur le papier, tu te dis là, sur quoi on part, quoi. Mais c'était. Non, il y a des trucs très, très cool, même en 40 minutes. C'est con de passer à côté, quoi. Clairement. Ouais. Mais du coup, pour en revenir à ta question, donc on est 10 sur le comité national et on voit pas tous les 2000 films. Enfin, je veux dire 2000, ça va plus vite, mais on voit pas tous les 2000 films. Mais voilà, on se dispatche les films en série, et les films sont forcément vus par plusieurs personnes. Et à la fin, on se réunit à plusieurs moments de l'année. On doit éliminer des films, on fait remonter des films, et à la fin, on a les délibérations finales qui auront lieu la semaine prochaine. Donc là, on est en plein dans les révisions et dans les tout derniers visionnages pour le national. Et donc, en général, on a entre 150 et 200 films sur les délibs finales. Et c'est ce moment où on se bat à 10 pour essayer de faire remonter ces chouchous ou les films qu'on estime qu'il faut absolument partager avec le public et les pros. Voilà. Donc, j'ai du mal à réaliser, mais ça doit prendre un temps fou de mater tous les films. Moi aussi, Ouais, carrément. Chacun pendant plusieurs semaines. On commence en mai, hein. Donc en fait, le festival fin février, il est terminé, et en mai. Résultat, vous n'avez pas les 2000 dès mai, mais vous commencez, c'est 100 par mois en plus, 200 le deuxième mois. Après, les réalisateurs et les producteurs sont des gens comme tout le monde. Ce sont des êtres humains qui des fois font les choses à la dernière minute. Donc on va pas se mentir, le moment où on reçoit le plus de films, c'est au dernier moment. La deadline. D'accord. Ouais. Donc, ça se peut, vu que tu veux présenter pour une compétition pour l'année d'après, donc tu te dis t'as toute l'année quasiment pour le présenter jusqu'avant une dernière deadline. Oui, ou alors les films ils sont tournés, mais il y a encore un petit peu de travail de montage, il y a encore de la post-production à faire. Du coup, ils essayent vraiment de fignoler ça jusqu'à la dernière minute, et ils nous envoient ça un petit peu avant la deadline. Mais en mai, on a déjà eu pas mal de films qui arrivent parce qu'ils attendaient l'ouverture des inscriptions. Donc c'est chouette, heureusement qu'on peut étaler ça entre mai et octobre, sinon ce serait impossible de voir ça dans de bonnes conditions, parce qu'on met quand même un point d'honneur à voir les films en entier, à tout voir. Et par exemple, il y a un petit truc qui des fois est tenté, c'est que quand on n'est pas pris au Festival du court-métrage, on tente de le réinscrire l'année d'après. Mais sauf que ça, c'est interdit. On n'a pas le droit d'inscrire son film 2 fois. Et il est arrivé. Je savais pas ça. Je savais pas non plus. Non, parce qu'en fait, les films, il faut qu'ils soient faits entre telle date et telle date. Donc, on ne peut pas retenter sa chance.
Et donc c'est arrivé qu'on contacte des gens en leur disant ah, on a déjà eu votre film l'année dernière, ça doit être une erreur. Vous avez dû vous tromper. Et des fois des personnes sont là, ah bon, mais c'est que vous voyez tous les films entiers. Oui. Bah oui, on les voit en entier, et on si prend des notes, on s'en rappelle. Et s'il retire une scène et qu'il change le titre, est-ce que non, ça m'est arrivé de tomber sur un film que j'avais déjà vu où il y a avait des minutes en moins parce qu'ils avaient refait le montage. Ouais. Le titre était différent, il devait y avoir 2 réals dessus. Du coup, ils ont même carrément changé le nom du réal. Et moi, je me suis dit, non, on me la fait pas, moi. Avec des lynx, je vous ai repéré. Non, pas la peine de retenter votre chance. C'est pas cool pour les autres. Il n'y a pas de fraude. non, c'est difficile de frauder. Non, ça marche pas. Ouais, pardon, j'étais dans la course. Je vais lire un peu les questions qu'on s'était dit. Ah oui, je me posais la question de comment se finance un festival, parce qu'on a vu que vous, en l'occurrence, vous aviez une question de subvention qui a sauté parmi d'autres organisations aussi par la région, et où il y avait toute une question de comment vous allez pouvoir continuer à faire ce festival, quoi. Alors, le financement d'un festival. Alors, ce que je peux peut-être dire, c'est qu'il y a une grosse part d'autofinancement pour le festival de Clermont-Ferrand. Donc, on a des subventions, on a des aides publiques. On a aussi des financeurs privés, des mécènes, qui nous aident à financer le festival. Mais il y a quand même une énorme part d'autofinancement chez nous, grâce à la billetterie. Grâce à différentes ventes les catalogues, les sacs, tout ça. Il y a de la publicité un petit peu. Par exemple, dans le catalogue, des fois, il y a des pages de pub. Donc, il y a tout un tas de choses qui nous permettent de nous autofinancer quand même en majeure partie. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est 65% d'autofinancement. Et le reste, du coup, c'est du coup des aides publiques ou alors des mécènes qui nous aident à financer le festival. Mais c'est en gros comme ça que se finance en tout cas le festival de Clermont. Je ne pourrais pas dire après pour d'autres festivals de cinéma, mais du coup pour Clermont, ça se passe comme ça. Et certes, on a eu une baisse de la subvention qui est tombée en mai de l'année dernière. Qui nous oblige à faire quelques choix, à faire quelques changements sur le festival qui va arriver. Parce que c'était quand même une subvention qui nous aidait beaucoup. Donc là, elle a été réduite de moitié. Donc voilà. Donc malheureusement, on va quand même pouvoir faire le festival. Déjà, c'est l'essentiel. Mais on va devoir opérer quelques changements en 2024. Et du coup, au mois de mai, on a vu aussi toute une campagne. On a vu des gens parler de. Et, je crois qu'il y a eu pas mal de réalisateurs qui vous ont soutenu, en fait. Ouais, carrément. Ça nous a vraiment fait chaud au cœur. Ça a fait du bien parce que c'est vrai que cette nouvelle, forcément, nous a plombé. Après, à notre hauteur aussi, parce que tu le disais, c'est pas que nous. Enfin, il y a eu pas mal d'autres événements, d'institutions, de festivals qui ont eu des baisses de subventions. Et il y a même des festivals qui, du coup, se sont éteints à cause de ça. Donc nous, on a juste fait une lettre ouverte qui a été signée par pas mal de monde. Donc beaucoup de cinéphiles, beaucoup de festivaliers, je pense. Et aussi pas mal de réalisateurs. Donc quand on a vu le nom, c'est vrai, de Denis Villeneuve s'inscrire, on s'est dit waouh. Enfin, il y a eu toute cette première partie qui nous a fait vraiment du bien. Enfin, on s'est senti soutenu, quoi. Et ça, c'est super important. C'est pas de l'argent, mais c'est super important aussi. Et après, en fait, il y a eu le festival de Cannes. Et donc là, il y a cette période-là en plus. En fait, c'est tombé juste avant le festival de Cannes. Et là, à Cannes, on a été super impressionnés, puisqu'il y a pas mal de réalisateurs dont les courts-métrages étaient en compétition justement à Cannes, en sélection officielle, qui ont affiché leur soutien. La personne qui a reçu la Palme d'Or du court-métrage pour son film 27, qui est vraiment super, si vous avez l'occasion de le voir, foncez. Elle a reçu sa palme et elle a fait un hommage à Clermont lors de la cérémonie de clôture. Donc on était tous épatés, on s'est tous envoyé des messages, t'as regardé ? Waouh ! Et il y avait tout ça, et il y a surtout un réalisateur qui s'appelle Juste Philippot, qu'on suit depuis très longtemps, qui a une histoire assez chouette avec le festival. Il a sorti le long métrage Acide là à la rentrée. Ah oui. Et il avait tourné La Nuée avant. Oui, c'est ça. Voilà. Et La Nuée, il y a une petite partie, c'est la fin du film, qui a été tournée en Auvergne. Du coup, il connaît les équipes parce que le festival, mais aussi parce qu'il connaît les personnes qui font partie de l'équipe du festival, qui travaillent à la commission du film. Donc, c'est des gens qui sont là pour aider à ce que les films se fassent en région Auvergne quand les gens ont envie de venir tourner dans notre région où il y a plein de paysages très différents et magnifiques. Voilà, c'était mon petit moment publicité des paysages auvergnats. Et donc, lorsqu'il a présenté Acide pour la première fois au Festival de Cannes et qu'il a pris la parole après, avec son super beau smoking, après une standing ovation, il a dit qu'il venait de Clermont et qu'il fallait surtout pas oublier le Festival de Clermont. Et là, pareil, ça a été un moment très, très émouvant pour nous tous, je pense. C'est trop cool, on voit que finalement Clermont ça veut dire réellement quelque chose pour les gens et que ça appartient au monde, à la famille du cinéma comme on dit, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais, je crois qu'on peut dire ça et c'est super chouette. Ça nous fait vraiment plaisir parce que, enfin, ça s'explique de manière très simple. Je pense que la plupart des réalisateurs, ils sont pas réveillés un matin en disant ah je vais être réalisateur, demain je fais un long métrage. Ouais. Ils ont fait des essais, ils ont fait des tentatives, ils sont passés par plein de choses avant de faire des longs métrages et souvent ils sont passés par le court métrage. Donc Juste Philippot, par exemple, le film long métrage Acide, il existait en version courte. D'accord. Et le court métrage Acide, il avait été diffusé lors du festival du court métrage, comme le court métrage qui s'appelait Les Misérables, qui a un long qui a un petit peu marché. Un petit peu, ouais, j'ai entendu parler. On a bien parlé aussi. Et du coup, des exemples comme ça, il y en a énormément, mais il y a un film que je vous ai cité qui est justement un court métrage et il y a eu un long métrage après. Et les deux ont eu un succès fou. Legrand, ouais. Exactement, ouais. Ouais, mais du coup, vous devez voir, en fait, vous voyez vraiment les réalisateurs en train d'explorer, comme tu dis, de se former. Donc, vous devez avoir vu du beau monde, finalement, au festival. Oui, mais en plus, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on ne le sait pas. Et non plus, ils le savent pas. C'est vrai. Parce qu'il y en a plein de réalisateurs qui viennent et c'est la première fois qu'ils voient leur court-métrage en salle. Ouais. Et ils feront peut-être des longs métrages plus tard et ça, ils ne le savent pas, nous non plus. Et du coup, on les rencontre et des fois, c'est le début de leur carrière, des fois pas aussi. Surprise, j'étais passé il y a 10 ans. Oui, j'ai rien fait entre. Mais c'est ça. On a essayé de récapituler un petit peu ça sur une page du site du festival. Ils sont passés par Clermont. Ah. Et j'avais fouillé dans les archives pour voir quelles photos on avait, parce qu'on a forcément des archives photos qui datent du tout début du festival. Et on a des gens comme Jean-Pierre Jeunet qui ont présenté leur premier court-métrage en salle. Ouais. Ça, c'était assez marrant. Il était venu pour une cérémonie d'ouverture il y a quelques années. Et donc, il était dans la salle Jean Cocteau et il disait que qu'il avait vu son film, un de ses premiers courts-métrages qui reprenait l'idée qu'il a développée dans Amélie Poulain, J'aime pas. J'aime mettre ma main dans un sac de grains, j'aime pas les trucs qui grincent, tout ça. Et en fait, c'est quand il a assisté à la projection de son film, il était dans la salle Jean Cocteau, il s'est retourné dans la salle pour voir la tête des gens. Ouais. Et c'est aussi une scène qu'il a intégrée à Amélie Poulain, qui est un des films français les plus connus à l'international. Ouais, clairement. Ouais. Donc, il y a 2-3 personnes qui sont passées par Clermont. On était très contents de montrer leur cours. Et puis après, ils ont eu une petite carrière sympa. Je regarde le chat, je disais un peu... oui, il y avait peut-être des questions dans le chat. On disait les papiers et mamies sont super studieux, force au monde de la culture et le nombre de billets vendus est impressionnant. On nous a dit. J'imagine. Hein. Moi, ce que je disais, c'est que l'année dernière, moi, j'avais vraiment l'impression... Aller à une séance, c'était compliqué. Ouais, on a l'impression que même après le Covid... Ça, c'est de plus en plus fréquenté. En tout cas, en tant que spectateur, on avait cette impression-là. Il y a une évolution, hein, parce que vraiment, on s'est fait refouler de certaines salles parce qu'il n'y avait plus de place, en fait. Et parfois, en allant 1 heure avant l'heure de séance. Oui, c'est arrivé, ça aussi, oui. Ensuite, c'était plus les séances un peu... où il n'y en avait pas beaucoup. Oui, Région, par exemple, qu'on avait failli louper. Ouais. Là où on a vu le film qu'on a préféré de tout le festival. En tout cas, très prometteur. C'était lequel, ton métrage de... J'ai grandi ici. Ah ouais. Je l'ai croisé il y a quelques temps en plus. Il y a genre une semaine et demie. Joachim Larieux, exactement. Ouais. Joachim Larieux. Ok, cool. Il y avait aussi, dans cette même séance, il y avait Bande Touche. Bande Touche, on l'a vu là. Ouais, je crois. Région aussi. Il y avait aussi Fatil Conquérant. Aussi. Non, il y avait des séances, ouais. Et vraiment, on était en mode, on voulait se faire passer. En fait, il y avait une classe devant nous. Oui. Il y avait une classe devant nous. C'est bon, ça fait du monde. Donc il y avait 30 personnes devant nous. Et on avait commencé à mettre les capuches et à baisser un peu la tête. On voulait faire genre, on est avec les étudiants. Ouais, on est dans la classe. Au final, ils étaient trop, donc ils les ont pas laissés passer. Nous, on était juste derrière. On ne devait pas passer sinon. Ouais. Mais ouais, l'année dernière, alors que d'habitude, on pouvait arriver 10 minutes avant et on pouvait arriver à une séance. Nous, ça nous arrangeait d'arriver 10 minutes avant, comme ça on pouvait enchaîner vite. Ouais. Mais l'année dernière, non, c'était pas ça. Fallait toujours une séance au cas où de repli, parce que sinon on pouvait pas. Nous, on voit ça comme perdre un créneau, donc moins de films à regarder, moins de films dont on peut parler le lendemain matin. Mais non, ouais, c'était un festival, c'était très chouette de voir qu'il y avait vraiment beaucoup de monde qui revenait comparé aux années, l'année juste après post-Covid où les gens étaient un peu plus frileux malgré tout. Là, c'était un peu, l'année la pire année pour nous, on va pas se mentir, c'était 2021. On a dû décider 15 jours avant de faire un festival en numérique. Ouais. En fait, on a travaillé pendant plusieurs mois sur 2 festivals. Un festival au début en physique
sachant que c'était quand même une période déjà très compliquée. Et puis un festival en ligne. Et en fait, on voulait faire un festival hybride avec une proposition en salle, et une petite proposition en salle et une petite proposition aussi en ligne. Et on a dû passer tous en ligne d'un coup. Donc ça a vraiment été un peu dur pour nous, parce que c'est vrai que nous, ça nous fait pas plaisir de voir les gens se faire recaler, mais ça nous fait plaisir de croiser les files d'attente quand on court partout et que nous on rentre pas dans les salles, mais qu'on croise tous ces gens qui attendent pour se faire du court-métrage. Ça fait du bien. Et là, du coup, c'était pas terrible. Et 2022, pareil pour tout le monde de la culture, c'était super. J'allais dire chiant, ça sort du cœur, mais en fait il y avait encore les passes sanitaires, les masques, et puis c'était nécessaire, il fallait faire super attention, il fallait bien aérer les salles aussi, donc on fallait faire moins de séances. Toute la culture était sur la pointe des pieds un peu, donc. C'est ça, on essayait de reprendre comme on pouvait un petit peu tous. Du coup 2023 ça a été un petit peu le renouveau, ça y est, on revient à un festival un peu comme avant, où on peut aller voir plein de salles, on peut faire plein de choses à côté aussi, parce que tous les à côté de la programmation en 2022, il n'y avait pas de concert, pas trop d'expos, c'était un peu compliqué. Mais 2020, par contre, c'était juste avant le confinement. Et le festival, il a eu lieu début février, et c'était en mars le confinement, je crois. C'est ça. Et là, c'était incroyable, puisqu'on a atteint les 172 000 entrées. L'année dernière, on n'est pas encore revenu aux chiffres du monde d'avant, comme on dit, mais... Il n'y a pas eu un record l'année dernière, non? C'était 160 000, du coup, on n'a pas... Moi non plus. On est remonté très vite. Non, mais on sent qu'il y a toujours un peu cette curiosité dans le public, quoi. Ce truc qui est au départ du projet est toujours là, quoi. Les gens viennent voir des films. Ouais, carrément. Et c'est vrai qu'il y a des séances où c'est encore plus difficile de rentrer. Je sais que l'année dernière, il y a eu 3 séances Polar, et que même si on l'a diffusé 3 fois, parce qu'il y a plein de séances qui sont diffusées jusqu'à 8 fois pendant le festival, mais là 3 fois c'était pas suffisant. Des fois il y a 400 personnes qui se sont fait refouler, et ça devait être extrêmement frustrant. Les séances Polar, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Nous, je crois qu'on en a quasiment pas fait, séance Polar. Moi, je crois que justement, comme il n'y en a pas beaucoup, on se disait qu'on pouvait pas. Ça allait pas le faire. Faut venir vraiment avant, et souvent ça nous arrangeait pas. Je crois on n'est pas patient en plus. Alors, on voit que dans le chat, ça parle. Il y a des gens qui ont l'expérience. L'enfer pour les photographes, plus de bouches sur les photos. Oui. Ah oui, pendant la période de. Oui, carrément, j'imagine. Oui, plus de bouches. Et j'avais une autre question, mais il faut que ça me revienne, mais ça me reviendra. Si oui, comme expérience, tu as eu aussi, t'as assisté le jury aussi. Ouais, quand j'étais bénévole, j'ai fait 1 année, c'était super. J'étais assistante du jury national. Donc en fait, ils étaient 5. Il y avait Philippe Faucon, il y avait Guillaume Braque, Émilie Brisavoine, il y avait Dom Lanena, qui elle n'est pas dans le cinéma, qui est musicienne, et Leila Bouzi. Donc c'était des gens que je ne connaissais pas du tout, qui sont arrivés et qui devaient regarder tous les films de la compétition nationale. Et moi j'étais là pour les accompagner en salle, parce qu'ils sont arrivés à Clermont, ils ne connaissaient pas du tout la ville, ils ne connaissaient pas le nom des salles et tout. Donc moi j'étais là pour les accompagner, trouver le bon petit resto où ils pourraient manger tranquille et parler des films, sans risquer que les réalisateurs soient autour aussi, parce que quand on fait partie d'un jury, que ce soit les pros ou même les étudiants, c'est important de débriefer de temps en temps, de ne pas arriver. Alors, bon, maintenant, on va parler des 80 films qu'on a vus. Il faut le faire de temps en temps, mais par contre, il faut faire attention aux oreilles qui sont partout pendant le festival. Vu que comme tout se mélange, les réalisateurs, ils mangent à côté de la mamie qui a l'habitude d'aller dans ce restaurant toute l'année, et à côté d'autres réalisateurs et de membres de l'équipe. Donc, comme tout se mélange, il faut faire attention. Un ingé son tout seul perdu qui était en mode « J'ai des infos !» C'est ça, il faut faire gaffe. Il y a des perches qui traînent, tu vois. Ouais, c'est ça, il y a peut-être des taupes partout. Donc, on faisait gaffe. Mais c'est vrai que ça, c'était une super expérience, ça avait été sympa. Et ça m'avait permis aussi de voir tous les films de la compétition nationale. Ah oui, du coup, oui. D'assister aux délibérations aussi, dont je ne peux pas parler, puisque toutes ces informations se sont autodétruites juste après. Mais c'était bien d'entendre, c'était super intéressant de pouvoir entendre des réalisateurs dont j'avais vu tous les films parler de films comme ça, avec un petit café. C'était chouette. J'imagine avoir la vision d'autres... De personnes qu'on respecte un peu sur des choses qu'on a vues et qui sont actuellement. Ça doit toujours être intéressant de voir leur point de vue, comment ils voient la réalisation, la scénarisation, de quoi ils parlent, qu'est-ce qui les intéresse en plus chacun. Ça doit être ultra intéressant. Il y a un côté petite souris de discussion où il ne faut pas être, qui doit être assez passionnant à faire. Exactement, c'est tout à fait ça. Puis Philippe Faucon, il avait reçu le César pour Fatima, mais genre à peine un mois après le festival.
Moi, je me suis dit, oh là là, j'ai entendu parler de films. Et j'ai vu tous ces films et c'est super. Enfin, c'était un des moments passionnants. Surtout que voilà, j'étais étudiante à l'époque, donc j'étais en train de finir mes études et puis j'avais pris mes 10 jours pour filer un petit coup de main et je m'étais retrouvée là-dedans hors du temps pendant 10 jours. C'était génial. Et d'ailleurs, Guillaume Braque, on parlait de l'émission précédente là, sur le festival de Montreuil. Guillaume Braque qui a fait un court-métrage là, un pincement au cœur, qui est excellent. Qui était trop bien. C'était. Et il n'y avait pas beaucoup de courts-métrages, mais bon, résultat, sur ceux qu'on a vus, c'était un de nos préférés. Ouais, clairement. Et, mais du coup, il y a aussi des réas comme ça qui reviennent, qui sont passés par le long, mais qui reviennent au court, comme on a reçu Yann Gonzalez, l'année dernière. Le replay est dispo sur la chaîne du collectif du réseau, sur notre chaîne YouTube. Là, non, le montre. Voilà. Mais il y a aussi parfois des réalisateurs qui reviennent à ce format-là, quoi. Carrément. Il y a Sébastien Vedbédé qui nous présente régulièrement des films et qui fait du long métrage, qui fait du court métrage, qui passe d'un format à l'autre. Et je ne sais pas pour quelle raison lui il le fait exactement, mais c'est vrai que je pense qu'il y a aussi une liberté dans le format court qui est intéressant et une pression qui doit être différente, une façon de faire aussi qui est différente. Du coup, je sais pas, de temps en temps, ça doit faire comme une bouffée d'air frais de fonctionner d'une autre manière tout en continuant de faire du cinéma. Il y a toujours des enjeux au niveau de la production, mais à mon avis, tu dois attendre moins quand tu es producteur quand même, quand tu produis un court-métrage que quand tu produis un long-métrage. Il y a toujours des attentes, c'est des attentes différentes, mais tu dois peut-être expérimenter un peu plus, ou même des fois, je trouve que juste ça doit être un peu comme des vacances de faire un 10 ou un 15 minutes ou un 20 minutes quand tu sors d'un film qui dure 1h30 ou 2h, où tu as eu un tournage pendant des mois et des mois, une post-production ultra longue. Quand tu sors de ce genre de choses, moi j'imagine très bien que faire un cours, ça doit être tellement... ça doit être autre chose. Si tu veux pas t'arrêter parce que tu peux toujours te prendre une pause et tout, mais si tu veux pas t'arrêter comme certains qui sont accros à faire des films, ça doit être une solution assez viable pour se reposer tout en continuant à travailler, ou juste à avoir son bac à sable un peu plus moins grand film, on va dire, je sais pas comment dire, un peu plus où on peut tenter des choses, quoi. Ouais, arrêter le marathon et faire une petite course. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais, courir pour le plaisir, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis je pense que des fois, tu peux avoir une idée et te dire, je peux carrément l'étirer en long métrage. J'ai tout de suite les idées qui me viennent. Et des fois, avoir des idées super que t'as pas envie de lâcher non plus, mais peut-être que le court métrage, c'est le meilleur format. Ça dépend. Après, il y a aussi les courts métrages qui deviennent vraiment les longs. On en parlait tout à l'heure, mais des fois, il y a des courts-métrages qui ont déjà le potentiel, qui marchent très bien en tant que court-métrage, mais qui ont le potentiel d'être pas étirés, parce que c'est un peu... c'est un petit peu une explication trop rapide de dire ça, mais qui ont aussi le potentiel de faire... étendre les personnages, étendre l'univers, l'histoire... Ça, approfondir un peu tout. Non. Là, je repense à des entretiens qu'on a nous eu avec des réals, parce que alors par exemple je pensais à Martin Jova qui lui voulait faire un long, je crois que c'était ça, si je me souviens bien, parce que lui son film existe en long et en court. Grand Paris Express et Grand Paris. Voilà, Grand Paris Express et Grand Paris. Il y avait la volonté de faire un long, mais ils ont d'abord fait un court. En fait, ils ont fait les deux en même temps. Il y a eu un truc comme ça assez. C'était pas genre, il voulait faire un. Non, c'était pas plutôt, il voulait faire un court, mais il a tellement tourné il avait la matière pour le long. Ouais. Je crois qu'il avait. En tout cas, ils ont fait un long avec une économie de court, quoi. Il y a quelque chose comme ça, quoi. Et en même temps, je sais plus si c'est sur celui-là, mais les vacances à Chelles qui étaient avant. Non, je crois que c'était sur le précédent, sur Moseb, où il expliquait qu'il était en train de tourner un court métrage et où en fait. Je crois que c'était pendant le montage de ce court-métrage. Il avait fait tourner un court plus rapide, quelque chose qui se fasse plus simplement, quoi. Il peut y avoir, alors là c'est 2 cours pour le coup, mais il peut y avoir aussi ce côté-là, quoi. Voilà, lui-même c'est la preuve qu'il y a ce côté, c'est des vacances pour lui, il voulait se détendre avec un autre cours. C'est ça. Et au final les deux ont eu la même prétention à la fin. Et puis il a plein d'idées rigolotes. Donc, tout à fait. Du coup, il a moyen de faire plein de choses. Que ce soit court, long, il fait plein de trucs différents. On attend les prochains d'ailleurs, quand même.
Complètement. Nous aussi. Ouais. Mais voilà, les replays sont dispo là aussi sur la chaîne du collectif. Et pour le coup, Martin Jovin, ses films. Alors, il y avait ses cours sur OCS et maintenant, Grand Paris est sur OCS, le long métrage. Donc si les gens veulent regarder ça, on peut que vous y inviter. On avait pas mal parlé et résultat, maintenant on peut le regarder aussi. Voilà. Vous en aviez parlé avec lui, mais vous n'aviez pas encore vu le long? Non, quand on l'a reçu, on l'avait. Alors on l'avait vu, je crois, non, je sais plus. Quand on l'a reçu, on avait déjà vu le long, mais quand on l'a reçu à Clermont, ça avait aucun rapport. On l'a reçu 2 fois. Ouais, voilà, on l'avait reçu d'abord avec Garance Kim pour Ville éternelle, où il était co-scénariste et acteur. Quoi. Voilà. Donc, ensuite, on l'a reçu comme Réa. Mais je crois qu'on avait vu son long résultat depuis. Mais je pensais aussi à Sofiane Adel qui a fait pas mal de courts-métrages, qui nous expliquait que c'est un format qu'il adore. Et je me disais, mais c'est tous ces réalisateurs-là qu'on rencontre, avec qui on a des discussions intéressantes, c'est des gens qu'on a rencontrés par le festival de Clermont, quoi, finalement. Trop bien. Qui ont un vrai amour du format court-métrage, alors qu'ils ont fait d'autres choses à côté, et qui reviennent toujours à ça. C'est qu'il y a vraiment, c'est vraiment un terrain de jeu qui plaît à beaucoup de réalisateurs et de créateurs. Ouais, il y a un truc de passionné. En fait, on sent qu'il y a un truc de passionné autant par les gens qui font le festival que par les gens qui viennent au festival. Et ça crée une ambiance un peu sur place qui est vraiment particulière, quoi. Je crois que effectivement, c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a autant les pros les réalisateurs qui sont invités pendant le festival du court-métrage, ils sont contents de voir leur film. Hein. J'imagine ça doit être une super expérience de voir... d'être dans la salle Jean Cocteau avec 1500 personnes en train de voir ce qu'on a pu faire et ce sur quoi on a bossé pendant pas mal de temps. Et ils sont trop curieux aussi d'aller voir les films des autres parce qu'ils adorent ça. Donc ils se retrouvent avec tout plein de cinéphiles anonymes qui ont envie de voir leurs films et qui ont envie d'en voir peut-être 100 comme vous l'année dernière. et plein de pros qui sont aussi passionnés. Et puis nous, l'équipe, on les voit en amont et c'est très rare qu'on puisse entrer dans une salle quand le festival est lancé. Mais on est trop content de les croiser aussi. Donc il y a plein de passionnés de cinéma partout. C'est ça qui rassemble et c'est ça qui nous donne envie de nous voir. Et c'est pour ça que le Festival 2021 dont je parlais tout à l'heure, c'était triste parce qu'on savait qu'il y avait plein de cinéphiles derrière les écrans, mais on aime bien les mélanger, nous les cinéphiles. Et puis on perd cette proximité, hein. Nous on le voit dans certains lieux, certains bars après. Les gens sont en mode j'ai vu ton film, je t'ai vu jouer dedans, ton scénario était trop bien. Mais la question peut venir aussi bien d'un autre professionnel que de juste quelqu'un qui est un simple spectateur, comme quelqu'un de la presse. C'est vraiment, il y a un échange, comme on a accès à toutes les infos clairement dans un beau catalogue. On voit facilement, si on est un peu physionomiste, on peut repérer facilement, revoir les acteurs se balader dans la rue en train de prendre un café et juste essayer de les remercier. Et il y en a très peu qui sont en mode non, j'ai pas trop envie de parler là. Il y a toujours un dialogue qui s'ouvre assez facilement et ça c'est rare, c'est encore une possibilité qui est très cool et ça peut ouvrir juste des gens qui sont simplement spectateurs, des jeunes adolescents par exemple qui vont parler à d'autres réalisateurs qui ont déjà de la bouteille ou non, ouvrir des portes, ouvrir des passions et cette proximité c'est vraiment un truc qui touche. C'est aussi pour ça aussi que au-delà du catalogue qui est immense, vraiment cette proximité c'est ça qui nous a fait envie de revenir pour éventuellement rencontrer de nouvelles personnes, parler de cinéma, parler de passion. En fait, il y a une passion qui lie et ça marche énormément d'avoir cette possibilité de proximité sans avoir de restrictions, avoir un garde du corps qui garde un acteur, ce genre de choses. Mais c'est un truc qui plaît énormément et c'est vrai que j'imagine que le Covid c'était complètement l'opposé, quoi. C'est vraiment différent. Mais du coup on s'est bien rattrapé depuis parce qu'il y a vous avez peut-être pu assister à des séances micro l'année dernière. Ça, c'est à la Comédie. Il y a une salle vraiment qui est identifiée pour ça. Ouais. Et du coup, maintenant, il y a une salle. Une salle qu'on utilise aussi pour les rencontres où tu viens voir une séance de compétition. Donc, c'est vraiment pour les compétitions. Du coup, les 3. Donc, ça permet d'entendre parler toutes les langues aussi. C'est marrant. Mais tu viens voir ta séance de court-métrage. Et à la fin, tous les réalisateurs qui ont pu venir sur le festival, ils viennent sur scène et il y a quelqu'un qui est là pour animer les débats et faire passer le micro dans le public. Du coup, ça permet de les identifier pour aller leur parler après quand ils sont en train de boire une bière à l'univers. Mais ça permet aussi de poser des questions en direct avec eux. Et la proximité entre les réalisateurs et les spectateurs, c'est quelque chose qui est
ultra important. Pas quand notre but ce soit absolument de désacraliser la figure du réalisateur bling bling ou je sais pas. Enfin, on peut avoir une image des créateurs un peu comme ça, mais non. Enfin, les réalisateurs sont des gens comme nous et on peut leur parler de plein de trucs et je pense que ça leur fait du bien aussi d'avoir des retours sur leurs films. J'étais en train de me dire, tu nous as amené des cartes postales avec l'affiche 2024, et pour dire à quel point on est vraiment, on respire vraiment Clermont. Attends, sur l'autre caméra, tu vois plutôt qui est juste là. Vas-y, montre bien. Hop. Voilà. La régie va faire un taf incroyable, je pense. Je suppose. Oui, reculez, avance là, reculez comme ça c'est bien. Ah, parce qu'elle était floue, je crois. Ah oui, il faut faire le point et tout. Ah voilà, parfait. Voilà. Et maintenant, tu vas montrer l'ancienne. C'est pour dire vraiment, voilà, on a tous les petits goodies. Voilà, on va pas sortir les catalogues, mais ils sont ici aussi. On va montrer toutes les pages du catalogue. Il y a 300 pages. À tout à l'heure. On va faire un commentaire sur les films qu'on a vus, les 100 films. Mais alors faut que je retrouve la question que j'avais aussi. Ça va me revenir dans quelques instants. En attendant, si vous voulez, je peux juste vous dire 2 mots de l'affiche. Ouais, carrément. Je crois que c'était pas prévu, mais du coup l'affiche elle a été faite par une artiste américaine qui s'appelle Stacy Rosich, que les gens justement ont pu croiser l'année dernière parce qu'elle était dans le jury international. Et du coup quand on regarde bien l'affiche, du coup en paysage ça se voit bien, il y a plein de petites scénettes un petit peu partout. Ouais. Et en fait c'est inspiré de films qu'elle a vus l'année dernière. Donc elle a vu tous les films de la compète inter et elle s'en est inspirée après pour faire son affiche. Bon, après elle a fait des petits clins d'œil à Clermont aussi. On peut s'imaginer qu'ici c'est le dôme, il y a la cathédrale. Ouais. Voilà. Donc elle a fait un petit clin d'œil au paysage de Clermont. Mais sinon le reste c'est que des scènes. Du coup ça fait un petit jeu. Ça a un côté Où est Charlie et en même temps quel film c'est ce personnage. Voilà. Alors nous on a essayé en live de jouer à ce jeu-là, ouais. On est nuls. En plus, on n'a pas vu beaucoup de films inter l'année dernière. Là, c'est beaucoup de l'inter. En fait, on a Air Hostess qui est en Pareil, bas à droite. moi, c'est le seul que j'ai aussi. Et les autres, aucune idée. En même temps, on dit peut-être, mais comme on n'a pas d'informations. Mais oui, ça parle un peu. C'est vraiment... c'est une affiche très colorée, très belle, qui parle directement des courts-métrages. De toute façon, les affiches sont toujours plutôt très jolies, en tout cas celles qu'on a vues. On n'a pas toutes vues. Mais sinon, 4-5 ans qu'on y va, Sinon, on se fait sa propre histoire. C'est bien aussi de laisser son imagination faire un peu son taf. On peut s'inventer des liens avec des films qu'on a vus l'année dernière ou qu'on verra l'année prochaine. Ça. Et du coup, c'est quand même chaque année, alors il y a une affiche, mais il y a aussi une thématique, etc. Est-ce que tu peux nous en parler de ce qui nous attend pour l'année à venir ? Carrément. Alors, pour 2024, on a toujours, comme tu disais, une thématique, mais il y a la thématique qui est développée sur 4 programmes, et il y a aussi un focus sur une zone géographique. En général, c'est un pays, mais là, ça va changer un petit peu pour 2024. Donc, l'année dernière, c'était sur Taïwan, le focus, et le thème, c'était la libido. Et donc, c'est 2 thèmes qui n'avaient absolument rien à voir, qui étaient complètement indépendants. Et là, les 2 focus, la rétro-thématique et le focus vont être liés, puisque la rétro-thématique, ça va s'appeler Insoumise, portrait de femme indocile. Donc, c'est des portraits de nanas fortes, nanas en lutte, des filles qui n'ont pas envie de se laisser faire et qui ont beaucoup de choses à dire, que ce soit sur le ton de l'humour ou... on a des comédies, on a du documentaire, on a de l'animation, comme d'habitude, on présente un petit peu plein de films très différents. Et le focus donc géographique, ce sera que des films européens et que des films réalisés par des femmes. Donc là, on a vraiment envie de mettre les femmes à l'honneur pour 2024. C'est pas un truc qu'on a décidé comme ça, c'est des choses qui ont été décidées depuis longtemps. Cette envie de rétro avec des personnages forts, c'était une envie qui était dans plusieurs têtes depuis déjà quelques années. D'accord. Et en fait, cette année, toutes les planètes se sont alignées pour qu'on mette les femmes à l'honneur sur ces deux thématiques-là, ces deux parties de la programmation. Et en fait, tant qu'on y était, on s'est dit, polar... En fait, il y a aussi cette partie de la programmation. Donc, on a teinté de cette envie de mettre les femmes à l'honneur plein d'autres petites parties de la programmation. Voilà. Donc, je crois qu'on a le trailer de cette thématique. Est-ce qu'on se le met avant d'en discuter un peu plus ? Essayez de regarder la régie. Donc, je ne sais pas. Ok, on va pouvoir regarder ça. Non.
Et on est de retour. Et oui, pour vous jouer un mauvais tour, t'allais dire ou pas? Non mais je sais, mais... Donc oui, du coup, voilà, le trailer Panorama. Moi, je me demandais à quel point ça a été difficile ou pas difficile de sélectionner des films réalisés uniquement par des réalisatrices. Deuxième question, parce que je pense à un podcast qui s'était donné comme règle une fois de faire un mois à regarder que des films réalisés par des femmes et qui voyait du coup un regard un peu différent. Donc aussi, qu'est-ce que on peut voir comme différence de regard un peu ces questions-là? Alors, je pense pas que ça a été si compliqué que ça de trouver des films réalisés par des femmes. Je dirais que malheureusement, il y a quand même moins de films, c'est sûr, qui sont réalisés par des femmes. On trouve plus d'hommes en sélection et plus d'hommes qui arrivent à réaliser des films ou à les produire. Enfin voilà, en tout cas, le résultat est là. Il y a moins de films qui sont réalisés par des femmes. Mais il y en a quand même pas mal. Et là, comme je vous le disais, on se donne le droit de revenir en arrière. Et donc là, c'est des films qui datent de 2013 de 2013 à 2022, je crois, pour le focus européen. Donc on avait quand même 10 années et je pense pas que mes collègues aient trop galéré à trouver des films super bien réalisés par des femmes. Il y en avait plein. Il y en avait plein. Et pour ils ont essayé vraiment de représenter chaque pays. Donc là, comme je disais, c'est des films européens. On s'est attaché à l'Europe géographique et pas politique parce qu'on a des films il y a un film suisse, il y a un film qui vient d'Angleterre aussi. Et en fait, ils ont essayé donc, de représenter un petit peu plusieurs pays, qui est pas 10 films français et 3 films espagnols. Et voilà, donc de montrer vraiment la grande diversité de ce qui peut se faire en Europe. Et pour chaque pays, ils avaient quand même pas mal de films. Ils ont dû choisir et je crois que ça a été un casse-tête quand même pour eux aussi, Et c'est sûr, là je réponds à ta deuxième question, mais c'est sûr que les hommes et les femmes ne filment pas de la même manière. Et c'est assez marrant d'ailleurs parce que pour la rétrospective thématique, donc nous on s'attachait au sujet. On voulait montrer des personnages de femmes fortes. Et donc on est parti d'à peu près 500 films. Donc j'ai fait ça avec ma collègue Sarah. Elle avait bien attaqué déjà. Elle a eu besoin d'un coup de main, donc je l'ai rejoint sur ce projet. Donc on a vu énormément de films. On a fait plusieurs tours, donc c'est-à-dire qu'on a parlé de beaucoup de films, après d'un nombre plus restreint de films pour en arriver à s'arracher les cheveux, à choisir que 20 films. Il y a 4 autres films qui se sont ajoutés à la suite, mais voilà, arrivé à un tout petit groupe de films finalement. Et on s'est rendu compte, après coup, que sur tous les films qu'on avait choisis, il y avait une énorme majorité, 80% des films qu'on avait choisis, ils étaient réalisés par des femmes. Donc est-ce que les femmes filment mieux les femmes ? Je ne sais pas, mais je crois qu'on a quand même un petit indice que la réponse est dans la question finalement. Voilà. Donc oui, c'est aussi pour ça que ça te tenait à cœur ces rétros. Et puis peut-être qu'on a pendant longtemps on aurait presque pu avoir des compétitions ou des sélections avec que des films réalisés par des hommes. Et en fait, ça ne nous a jamais posé question. Donc là, on met les femmes à l'honneur. C'est un petit peu comme si elles nous avaient manqué et que toutes ces années-là, on s'était pas posé de questions. Vraiment, on s'était dit, mais c'est pas... Enfin, on regardait... Après, ça dépend si on est aussi sensible à ça. Est-ce qu'on regarde le sexe de la personne qui a réalisé le film ou pas quand on regarde un film ? Je sais pas, c'est des questions qu'on peut peut-être se poser un petit peu plus depuis ces dernières années. Mais voilà, donc là, ce sera que des femmes. Et puis, effectivement, ça permettra peut-être de regarder les choses d'un œil différent. J'ai l'impression que le Festival de Clermont, c'est un festival qui évolue aussi avec son temps. Alors, tu en parlais, hein, c'est apparu à la fin des années 70, et puis il y a des gens qui rejoignent l'équipe, etc., et qui souvent restent longtemps. Je me dis, par exemple, on n'en a pas parlé, mais il y a une sélection Regard d'Afrique. Il y a maintenant... queer. Voilà, un jury queer, le jury queer métrage, je crois que ça s'appelle. Ouais, le prix du meilleur queer métrage. C'est ça. Ouais. Donc quand même, il y a l'envie aussi de jeter plein de regards différents un peu sur le cinéma, je trouve. Après, par exemple, pour le prix du meilleur court métrage, on ne fait pas de sélection particulière. Oui. En fait, c'est un prix, comme on dit, transversal. C'est-à-dire que le jury qui va remettre le prix du meilleur court métrage, il regarde des films qui sont dans les compétitions nationales, labo et internationales. Et en fait, donc on fait nos sélections. Donc on choisit les meilleurs films qu'on a reçus. Et ensuite, on est un petit groupe, une petite équipe, à aller regarder vraiment dans chacune des compètes quels sont les films qui pourraient avoir une couleur, une sensibilité qui fait que potentiellement ils peuvent recevoir ce prix. Et après, on propose ces films au jury qui va choisir ce qui pour eux est le meilleur film dans ce groupe-là. Et on ne fait pas de sélection particulière.
ces films, ils sont là en fait. Ils sont là depuis longtemps, ils sont là depuis bien avant que ce prix existe. Ouais. Parce que ce prix, ça faisait longtemps aussi qu'on l'avait en tête, mais on a attendu d'avoir les bons interlocuteurs aussi, de faire ça. On voulait vraiment faire ça correctement, on voulait pas faire ça à l'arrache. Donc on a attendu d'avoir les bons interlocuteurs pour nous aider à mettre en place ce prix, et on l'a créé il y a 2 ans. 3 ans. Là, ce sera la 3e année qu'on va remettre ce prix. Donc, ouais, on évolue avec notre temps, c'est normal, c'est important, je crois. Les jeunes générations, elles sont là aussi pour nous le rappeler de temps en temps, et c'est important. Ouais. Ouais, puis on voit qu'il y a quelque chose qui se passe aussi dans la société. Je pense au fait que l'année dernière, il y avait Hugo Bardin qui est Pamela dans ce jury. Paloma. Paloma, pardon. Et qui, il y a le film Paloma du coup qui avait été diffusé. Et on voit que y a le succès de Drag Race France en France. Donc il y a aussi une évolution, je pense, dans la société en même temps. Oui, c'est clair. C'est devenu quelque chose qu'on a décidé de mettre au cœur de la société depuis longtemps. Enfin, quand je dis on, c'est un on très général. Ouais. Mais Drag Race, je pense que ça a quand même permis à pas mal de gens de découvrir ce qu'était le drag. Et c'est pareil, ça date vraiment pas d'hier. Mais là, je pense qu'il y a des choses qui sont mises en lumière, et c'est super cool. Parce que l'importance le succès de Drag Race, je crois que c'est quand même assez ouf. Et en plus, on avait de la chance parce qu'Hugo, il est clermontois. Et oui. Ouais. Et oui. C'est déjà. Ouais, c'est ça. Et il avait fait son court-métrage, donc il avait. On a bien sûr, on était attentifs, on est forcément attentifs à ce qui se passe autour de nous. Mais là, on s'est dit, punaise, on a quelqu'un qui vraiment a une sensibilité au cinéma et qui serait super dans ce jury. Donc on était ravis quand il a accepté, parce que après du coup avoir gagné Drag Race, je pense que son planning était ultra chargé, mais il a pris le temps de venir à Clermont, et c'était trop bien. Ouais. Bon, on aurait adoré le recevoir, mais plein d'autres journalistes auraient trop aimé, mais c'était trop dur. On avait besoin de lui pour délibérer, pour nous parler des films et tout, et je crois qu'il avait aussi envie de profiter du festival. Je comprends. Ouais. Clairement, souvent les planètes s'alignent. Moi, je l'ai rencontré. C'est vrai ? Non, c'est ce que je dis dans le chat. Pardon. Je n'ai rien dit. C'est vrai, j'étais pas au courant. Non, ah oui, d'accord, oui, la régie, oui, d'accord. Oui, ça dépend des gens. Tout le monde n'a pas la même chance. Mais oui, en tout cas, c'est très cool de voir autant d'inclusivité en fait à Clermont-Ferrand, dans le court-métrage, dans les choix, dans la sélection. Il y en avait déjà avant, mais je trouvais par exemple l'année dernière, il y avait vraiment plein de sujets que je voyais pas forcément dans des films, ou qui sont très peu parlés, comme la transidentité, le drag, la cause LGBT, des sujets beaucoup plus ancrés sur autour du féminisme. Je pense notamment à Bande Touche, Qu'est-ce qu'être une femme, qui m'a beaucoup marqué, qui était Qu'est-ce qu'être une femme dans un milieu rempli de male gaze, c'est vraiment ambiance vestiaire et tout ça. Je trouve ça ultra intéressant. Mais l'année dernière, il y avait alors bien sûr, il n'y a pas que ça en sujet, mais c'est vrai qu'il y avait en fait, il y a une parole qui se libère de plus en plus, et donc ça se ressent aussi dans ceux qui créent, qui eux-mêmes, leurs paroles, et ils ont envie de parler de certaines choses, ont envie d'aborder certains sujets, et ça se ressentait pas mal l'année dernière. Et moi, c'est un truc qui m'avait beaucoup plu, et qui est rassurant quant à la création et de ce qu'on peut voir, où on sort petit à petit de cette ambiance où les personnages principaux sont des mâles blancs hétéros, et les personnages féminins par exemple sont juste secondaires, ou les personnages gays sont une caricature. Oui, voilà, non mais c'est ça. Alors bien sûr, il y a des choses, des fois c'est peut-être un peu maladroit, mais au moins ça essaye. Mais il y a quand même de plus en plus de cours qui ont une vraie justesse dans leurs propos, et ça fait énormément plaisir de voir ça. De toute façon, Clermont est une porte ouverte vers je trouve, la création audiovisuelle, et ce qu'on peut de plus en plus parler. En fait, c'est toujours actuel, c'est toujours des sujets qui sont d'actualité, même politique, hein, même certains sujets politiques. J'ai pas d'exemple en tête là, mais c'est très cool de voir ça, et de voir que ce festival suit en fait ce qui se passe dans le monde. Après, le festival suit surtout ce qui est produit. Oui, en fait, c'est peut-être inconscient. C'est même pas une ligne. Enfin, jamais c'est quelque chose qui est au cœur des discussions chez nous. En fait, on reçoit les films qui viennent d'être produits. Et je dis pas qu'on peut pas passer 15 ans à faire un court-métrage. On peut passer autant de temps qu'on veut à faire un film. Mais du coup, le court-métrage, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi en quelques mois.
ou en juste 1 an. Et donc, c'est un peu un instantané aussi de ce qui se passe dans la société. Ouais. Ça permet de faire un film sur un sujet vraiment très, très, très actuel, très vite, et qui soit montré aussi. Donc, je pense que c'est juste ça, en fait. Les films qu'on montre, c'est le reflet de la société d'aujourd'hui. Et c'est des films récents. Mais c'est vrai que on n'a pas de ligne de conduite sur... faut vraiment... Enfin, on nous pose souvent la question, c'est quoi la thématique dans les compétitions ? C'est de prendre des bons films. Mais du coup, des bons films très différents, et on se dit pas qu'on a envie de mettre tel sujet de société ou telle idée politique en avant. Ça arrive après, et c'est assez marrant parce que comme je vous expliquais, quand on arrive avec les 150 et 200 meilleurs films, du coup, en délibération finale, on parle de beaucoup de choses très différentes. À la fin, on se retrouve avec les 50 films qui seront en lice, et du coup, ça nous permet de vraiment... de reparler de l'actualité de ces derniers mois en France ou dans le monde, parce que c'est vraiment ça le court-métrage, ça va vite. Ça va vite, et ça représente très très fort tout ce qui se passe sur notre planète, que ce soit en bien, en mal, que ce soit les conflits, que ce soit les virus, que ce soit le féminisme ou certaines causes qui sont mises en avant, ça va vite, et on les voit vite arriver en salle. Au final, c'est juste un reflet de ce qui se fait dans la production, quoi. Donc, c'est indirectement, c'est pas vous. Mais ensuite, vous pourriez avoir des gens qui sélectionnent des films qui sont pas très orientés vers, qui n'aiment pas certains sujets. On est quand même nombreux à chaque fois, et en fait, les comités de sélection, je pense qu'ils sont ultra variés. Il y a... je suis pas sûre qu'il y ait une parité exacte partout. Parfois, il y a peut-être plus de femmes ou peut-être un peu plus d'hommes sur certains comités. Mais en tout cas, on a des personnes très différentes avec des avis différents. Et c'est super important, en fait. Je pense quand on crée un comité de sélection, je sais pas, demain, vous faites un petit festival de, je sais pas, n'importe quoi, de photos. Vous n'allez pas, si vous mettez qu'avec vos copains. Est-ce que franchement les débats vont être super intéressants si tout le monde a le même avis? Je suis pas sûre. Alors moi, mes copains, ils ont pas du tout le même avis. C'est qu'entre copains, ça serait déjà. Alors nous, c'est bon, c'est déjà la guerre en fait. C'est bien aussi d'être copains. Ça fait des soirées sympas. C'est ça. Mais enfin voilà, si on avait tous le même avis, franchement, ça ferait une programmation pas forcément diversifiée comme celle qu'on a envie de faire. Et surtout les débats, ils seraient un peu longués, quoi. Donc c'est bien qu'on n'ait pas tous le même avis et qu'on se batte à la fin. Je me demandais justement si c'était pas un truc de la jeunesse, ce dont tu parlais, parce que je disais que j'ai recroisé Joachim Larieux il y a pas longtemps, parce qu'il faisait une projection. Et en fait, les films projetés, donc il y avait J'ai grandi ici notamment, il y avait un autre film qui était fait par un homme trans et où tu avais 2 personnages qui étaient des hommes trans en fait et qui se rencontraient, etc. Tu avais un autre film qui était fait par une femme lesbienne et aussi qui parlait qui était une histoire de 2 meilleures amies et une qui a des sentiments pour elle et qui sait pas trop comment lui dire, etc. Et le 4e film, c'était un type qui se demande si son meilleur ami il est amoureux de lui ou pas, quoi. Et donc et alors que la sélection des films, alors peut-être que c'était orienté, mais tel que ça a été présenté la séance, c'était on a pris des films faits par des jeunes en fait. Et il y a peut-être aussi ça aussi dans la jeunesse qui de plus en plus ces thématiques sont abordées, quoi. Je sais pas si toi tu as cette impression-là dans la sélection, que c'est des choses qui reviennent plus qu'il y a quelques années ou pas? Oui, si, je pense qu'il y a des thématiques. Je pense que même dans les longs métrages ou même dans la littérature, on voit qu'il y a des sujets qui traversent certaines époques et pas d'autres, quoi. Et puis peut-être juste qu'ils ont envie de renouveau et qu'il y a des films, je sais pas, peut-être que je sais pas tous les réalisateurs des films dont tu viens de parler, pardon. Peut-être qu'ils sont fans de Louis de Funès ou de Buñuel et de je ne sais pas quel grand réalisateur, mais que eux ils ont envie de faire autre chose aussi, quoi. Des fois, on a des choses qu'on adore, mais on n'a pas du tout envie de partir dans la même direction. Donc je pense que c'est juste des sujets qui les touchent, qui les intéressent et dont ils ont envie de parler. Et peut-être qu'ils se disent qu'il y a un débat nécessaire sur ces sujets. Donc faire un film pour amener un débat, c'est plutôt une bonne idée, je pense. Et en parlant de faire un film, j'étais en train de me dire. Alors je sais pas comment, je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions, des sujets qu'on voulait aborder. Tout à fait. Résultat, petit bonus, on va diffuser alors on n'a pas les courts-métrages, mais quelques trailers de courts-métrages. Ouais. Et on finira, on voulait les diffuser un peu différemment, mais au final, je pense que c'est le mieux. On va, c'est ça, on termine. On va avoir donc là 4 trailers de courts-métrages.
Et on finira avec un court-métrage à la fin. C'est un peu comme une mini-séance cinéma, en fait. C'est les trailers et les bandes annonces avant. Clairement. Et ensuite, le film. Et on finira avec l'accordeur à la fin. Et ensuite, on revient donc, nous, pour parler un peu de ces courts-métrages que tu as sélectionnés, parce que c'est des courts-métrages que tu as sélectionnés, que tu nous as envoyés, en tout cas, ces trailers que tu nous as qui t'ont plu. Et on reviendra pour parler de pourquoi ils t'ont plu. Ça marche. Qu'est-ce que tu aimes là-dessus. Et nous aussi, on a des choses à dire, surtout sur l'accordeur. Ouais, on va en reparler. On va en reparler. Sur ce, j'espère que la régie est prête. Pour éviter des différences entre les riches et les pauvres, du fait que les riches pourraient aller à l'étranger, il propose un marché commun de l'avortement. Il vante les mérites de l'élimination par le vide. Ils aspirent à être des avorteurs en blanc. Mais il ne faut pas s'y tromper. Le sang du fœtus est rouge, comme celui de sa mère, comme celui de tous les hommes. Le sang qui bat à partir de la 2e semaine de retard de règles, il anime le même individu que celui qui deviendra un enfant, un adulte, un vieillard. Nous aurons les enfants que nous voulons. Nous aurons les enfants que nous voulons. Ça va pousser comme une prison. Ce sont des fêtes et des chansons. La 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 la. La 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 la. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'elles ont raison. Elles ont raison? Oui. Et pourquoi vous n'allez pas marcher avec elles? Parce que j'ai passé l'âge. Non, un petit moment. Elle est en train de me prendre en photo. Elles ont raison, oui, oui. Elles ont raison de se défendre. Elles ont raison? Elles sont moins contre les anciens. Où c'est que vous allez venir? Mais pourquoi vous n'allez pas avec elles dans la rue? Non, non. Pourquoi? Et vous? Non, je suis trop vieille, moi. Dites. Vous êtes trop vieille. J'essaye de lire ce que c'est. Hein? Ce qu'ils disent. Qu'est-ce que c'est? Pour l'avortement libre et gratuit et une information pour la contraception. Ils ont qu'à pas baiser. Vous n'avez pas baisé, vous? Si, mais on fait attention. Toc. Comment? On me dit, je vais pas vous l'apprendre, non? Hein? C'est blague. Bon. La capote si feignante, quand c'est fini, hop, se lever. Je suis d'accord. Hein, c'est pas vrai, ça? Vous me regardez, hein? Vous n'avez pas filmé ça, hein? Vous aimez ce que vous faites? Je travaille dans le quartier des affaires. Je travaille des quartiers des affaires. Je n'ai pas de travail. Puis ouvrir un compte en banque? Je n'ai pas de travail, je peux tout voir. Le sandwich fait. Voulez-vous une coupe de champagne? Voulez-vous beaucoup de champagne? No te confíes, trabaja por casa. ¿Lista? Vámonos. Venga, Puma, vámonos. Me preparo y escucho señales. ¿Lista? ¡Start! ¡Vámonos! Toma más aire y aprieta el abdomen, venga.
Puma, dale. Eso, quédate ahí. Más técnica y explosividad. Vámonos. Lista, competidora, vámonos. Puma. Toma aire, una más. Trabájala. Última, con todo. Vámonos. Arriba. Dale. Hijo de puta. Ay, bien peleada. ¿Quién sigue? ¿Me vas a gritar? Otra vez tú, sí, tú, que me estás gritando. Oui, Sophie. Oui, il regarde les filles en caisse, là, Myriam, il te cherche. Quoi? Il te cherche, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir que t'es pas là. Je sais pas, calme-toi. Il va voir que t'es pas là, faut que tu restes là-haut. Oui, je sais, t'inquiète pas. Ok, d'accord. Il me regarde, là. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il me regarde, il m'a vu, quoi. Il arrive, il vient vers moi. Ne regarde pas. Non, j'ai baissé les yeux, là. Ok, écoute-moi bien, Sophie. Tu lui dis que je suis en réunion du personnel. Oui. S'il insiste pour me parler, tu fais mine de m'appeler en salle de réunion, mais tu m'appelles chez Didier. Oui. Le bureau de Didier, d'accord? Oui, madame, enfin, faudra venir avec le ticket de caisse. Il est là? Les gens s'imaginent que la perte de quelque chose me rend plus sensible. C'est génial, putain. J'ai décidé de devenir aveugle. C'est quoi ça? Des lentilles de contact. J'ai un accordage cet après-midi chez un nouveau client. Je rêve. Ils s'imaginent tous que mes autres sens sont plus développés. Que mon oreille est parfaite. Merci. Un accordeur aveugle, forcément, ils en parlent à leurs amis. Faut que t'arrêtes le sucre. Il y a pas mal d'avantages, tu sais. Les pourboires sont meilleurs. Les gens sont plus aimables. Et puis ils se méfient moins. Ils se laissent aller. Je sais des choses sur eux que personne ne sait. Excusez-moi, Oui, ça vous gêne si je répète pendant que vous travaillez? pas tellement. Regardez l'abondance de Yakapa Baiser de Carole Roussopoulos, Ola d'Ariane Labed, Mevasa Gritar, je n'ai pas fait allemand et je n'ai pas fait espagnol, de Laura Herrero Garvin, Avant que de tout perdre de Xavier Legrand. Et là, on vient de regarder en entier L'accordeur d'Olivier Traîné ou Traîneur, je ne sais pas comment ça se dit. Traîné. Non, okay. Je ne sais pas non. Et donc, c'est des films, parmi ce que tu nous as envoyé, des films qui t'ont plu, qui t'ont marqué. Certains de ces films vont être diffusés là au festival. Et d'autres, c'est des plus anciens que tu as vus auparavant. Donc, qu'est-ce qui t'a marqué dans ces films-là? Et ensuite, je pense qu'on va parler surtout de L'accordeur. On va parler surtout de L'accordeur. Je commence par L'accordeur? Comme tu veux. Bah, comme on est chaud, qu'on vient de le voir, je vais peut-être commencer par ça. C'est un film que j'ai découvert quand j'étais en stage justement au festival du court-métrage. Okay. Et je l'ai vu un paquet de fois et j'ai présenté le film. Et j'avais aussi accompagné le réalisateur lors d'une rencontre avec des lycéens où il avait expliqué un petit peu d'où lui venait l'idée du film et comment il avait fabriqué ce film. Alors j'avais appris 2-3 petites anecdotes assez sympa, si on peut dire. Le monsieur qui est décédé dans le film est joué par le papa du réalisateur. Si je me rappelle bien. D'accord. Ouais. Donc il a tué son père, ok. Voilà, il a tué son père, exactement. Il est allé au bout de son idée là. Et je crois que c'est aussi quelqu'un de sa famille. Je crois que c'est son frère, mais mes souvenirs datent de 2011, c'est plus tout frais non plus. Oui. Je crois que c'est son frère qui a aussi composé la musique du film. D'accord. Qui est quand même je crois avoir belle. vu un autre, quelqu'un qui avait le même nom dans le générique. Ouais. Et du coup, j'ai choisi ce film parce que vraiment, quand je l'ai découvert, il m'avait scotché. Et je me rends compte que quand je le partage encore maintenant, ou quand on le diffuse, il fait toujours le même effet aux gens. Il n'a pas pris une ride. Bon, après, il n'est pas si vieux que ça. On ne parle pas d'un vieux film muet, mais il fait vraiment son effet. Et c'est sûrement parce qu'il est servi par des super acteurs. Grégory Gadebois, on le voit juste au début. C'est pas le personnage principal du film, mais on retient toutes ses répliques parce qu'il est incroyable. L'idée du film est incroyable aussi. Oui. Le suspense, il est tenu jusqu'à la fin. Et c'est un film qu'on peut proposer dans plein de cadres différents. On l'avait passé justement en polar une fois.
Mais ça marche en polar. En fait, il y a un côté genre, un côté thriller qui marche bien, hein, même dans l'esthétique. Ça prend beaucoup à tout ce qui est cinéma, un peu dans ce genre. Peu de lumière, peu de musique, tout sur les bruitages, des dialogues assez percutants. Et nous, on n'a pas lu de synopsis ou quoi que ce soit. On était un peu. Ok, vous êtes jeté dedans comme ça? Oui, non. Dedans, on a vu qu'il était dispo sur YouTube, ça dure 13 minutes, on dit bon, regarde. Voilà, et on ne s'attendait pas du tout pas du tout. À la fin, on était un peu. Ah, d'accord, on était un peu. Au début, on était en mode c'est sur de la musique classique, on connaît pas trop. Le concours Bernstein, est-ce que j'ai vraiment envie? Voilà. Et en fait, si. Où est-ce que ça va et pouf, en fait, je suis pas aveugle. Déjà ça, on était en mode il y avait déjà un truc. Il y avait déjà un truc qui était assez étonnant et assez drôle. Et même le personnage avec sa petite voix, le personnage est très vite et assez vite campé en fait avec son jeu, avec ce monologue sur cette anecdote. Puis ensuite quand il règle avec au restaurant. Ouais. Ouais, il est incroyable, il a une filmographie ouf. Grégoire Le Prince Ringuet, là, il y a pas très longtemps, il a joué dans le dernier Toledano Nakash, Une année difficile. Ok, d'accord. Et moi, je l'avais découvert à l'époque dans les films de Christophe Honoré. Ouais. Donc il y a très longtemps, et je crois même avant de découvrir ce film. Ok. Et il est super fort. Et c'est vrai qu'en fait, on passe par plusieurs anecdotes. On se demande à plusieurs reprises dans quel univers on va partir quand on n'a pas lu le synopsis. Donc il y a cette histoire de classique, de concours, de piano. On va partir dans un conservatoire. Non, pas du tout. L'anecdote sur le Taj Mahal, quand on la connaît pas, je pense qu'elle est assez impressionnante. On est vraiment captif comme quand on se retrouve avec des potes et que là, il y en a un qui nous raconte une anecdote et on attend vraiment la fin du truc. Son histoire de jeu un petit peu avec cette fausse cécité où il n'est pas du tout aveugle et où il se débrouille très très bien à faire croire à tout le monde. Ça, c'est assez fou. Et puis il en joue. Quand on voit la jeune femme qui danse devant lui, on n'a pas la pudeur de ses sentiments devant un aveugle, on sent qu'il joue un peu. Donc là, c'est un petit peu salaud quand même de sa part de faire ça. Clairement. Et puis il est pris à son propre piège. Et là, il se retrouve devant quelqu'un qui aura vraiment la pudeur de ses émotions et qui va peut-être le tuer alors qu'il est en train d'accorder un pédin. Ouais. Et tout ça en 13 minutes, c'est assez On impressionnant. raconte qu'il joue encore. Pour ne pas être tué. Une longue sonnette. Ça, c'est peut-être à Paris, il faudrait qu'on aille faire un tour pour voir si on peut encore passer cette musique qui est super belle. Non mais voilà, c'est la preuve que le format court, ça peut être surprenant et extrêmement efficace et ça peut aussi mettre une tension assez ouf dans une salle ou juste sur son canapé en 13 minutes quoi. Mais ouais. Mais très sympa, ouais. Il y a beaucoup de, il y a un peu d'humour en plus. Il y a un peu d'humour, il y a un peu une critique de ce qu'on est aussi. Il y a plein de petites idées assez bien utilisées, assez surprenantes. Je pense beaucoup la blague avec la personne âgée qui va traverser et qui fait oui, est-ce que vous avez besoin d'un coup de main? Ça marche. C'est drôle. C'est marrant de l'avoir soufflé comme ça par un coup de main. Et puis d'un coup, il y a un changement de ton vraiment surprenant. On n'était pas. La deuxième personne un peu plus âgée aussi que lui, elle a pas besoin d'aide là. Par contre, elle s'est très bien débrouillée toute seule. Il y a pas de souci quoi. Non, c'est bien utiliser une clouteuse. Il y a pas de problème. Ça fait des travaux un peu particuliers, mais ouais, elle se débrouille très très bien seule quoi. Il y a pas de problème. C'est ça. Ah, mais comme tu disais, il y a tous les codes qu'il nous faut pour faire un beau polar, c'est clair. La lumière tamisée, effectivement, la lumière est super bien gérée. Puis on a un crime, on a des secrets. Il y a tout ce qu'il faut, tous les éléments nécessaires pour faire un bon polar. Il essaie de faire aussi une petite enquête, mais il va pas très loin. Après... non, ça s'arrête assez vite, ouais, c'est clair. Après, il trouve le meurtrier. Il a trouvé le meurtrier. Voilà, mais bon, je sais pas s'il voulait quoi. Donc ouais, c'est dommage qu'on ait eu des petits sons qui se sont rajoutés par-dessus, mais... parce que tout est vraiment bien géré, tout est à sa place, je trouve. Les dialogues sont bien sentis, l'écriture, etc. Il y a des idées, et de comment les développer, etc. Et de comment pas trop en faire aussi. Je trouve que tout est équilibré, c'est assez impressionnant. Il y a une espèce de quintessence du court-métrage, je trouve, dans ce film. Ouais, c'est sûrement aussi pour ça que du coup il est aussi indémodable. Ouais, je pense que j'aurai encore plaisir à le regarder dans 20 ans quoi. C'est sûr. Oui non mais ça peut marcher, en plus il n'y a pas trop de rapport de temporalité.
même quand on est dans la rue, tout est assez. Il y a aucun signe qui montre que c'est à cette époque, donc ça peut traverser un peu le temps. Il n'y a pas d'iPhone 6, c'est ça que tu veux dire? Oui, il n'y a pas ce genre de choses. Il n'y a pas d'iPhone, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas un robot qui se balade. Il n'y a pas de manif en même temps non plus qui marque un particulier. Pas de masque sur le visage, on voit les sourires de tout le monde. Donc ouais, c'est vrai. Mais très bon film, nous aussi, c'était une bonne découverte. Merci de nous l'avoir présenté. Merci beaucoup, comme nous dit la régie, c'est pile un peu notre genre de film, c'est surprenant, on a du genre, on passe par toutes les émotions, on rigole, on a peur aussi pour lui. Donc c'était très très cool, franchement. Parfait, j'espère que vous pourrez découvrir aussi ceux que vous n'avez pas encore vus, dont on a vu des petits morceaux de bande-annonce là. Et justement, est-ce que tu peux nous en parler un peu de par ordre, y a qu'à pas baiser déjà? Ouais. Eh ben oui, alors les 3 premières bandes annonces qu'on a vues, c'est des films qui seront projetés en 2024. Oui. D'accord. Dans la rétro insoumise Portrait de femmes indociles. D'accord. Donc le premier, Y a qu'à pas baiser, donc c'est un film de Carole Roussopoulos qui est filmé énormément de documentaires et beaucoup de documents d'archives ultra précieux. Et on est tombé sur ce film puisque quand on a commencé à regarder des films et à avoir envie de vraiment se lancer dans la programmation de cette rétro, on est allé au centre Simone de Beauvoir à Paris et on a rencontré certaines personnes qui bossent là-bas et qui ont qui nous ont aiguillés sur plein de films super qu'on n'a pas tous pu prendre. Okay. Mais celui-là, c'est un peu celui qui nous est resté et qu'on trouvait extrêmement important de diffuser. Donc celui-là, il n'est pas pour tous les publics. Il est un peu en 3 parties, je dirais. Donc il y a la première partie où c'est des extraits de journaux télévisés et de publicités qui étaient diffusés à l'époque. Donc le film date de 1971. Des extraits de journaux où on parle du corps des femmes, on parle du droit à avorter, on parle des avis des médecins sur cette question-là. Les publicités, franchement, je vais avoir du mal à faire des commentaires objectifs parce que j'ai trouvé ça vraiment aberrant quand j'ai vu comment on utilisait. Alors moi, je regarde de l'INA de temps en temps. Je pense que ça doit. J'imagine très bien ce que tu as pu ressentir. Mais là, déjà, daté, quoi. Là, déjà, rien que cette séquence pourrait se suffire elle-même, hein, parce que la séquence de manifestation, au-delà, c'est très bien les images d'archives, mais quand on voit les femmes qui ne participent pas et qui sont en mode, c'est bien ce qu'elles font. Mais pourquoi vous participez pas? J'ai pas envie qu'on m'identifie, j'ai pas envie que de rentrer chez moi, de passer aux journaux, c'est pas ma place. Ouais, voilà. Je pense il y a aussi, il y a ce côté-là, mais il doit y aussi, moi dans ma tête, c'est aussi il y a un peu de peur quand on voit sur des archives de l'INA, il y a ce côté où justement il y a des gens qui n'osent pas parler, qui parlent plus librement, d'autres qui veulent pas en parler alors qu'ils ont des idées plus progressistes. Et tu sens qu'il y a une gêne. Il y a une gêne et il y a plein de choses, plein de possibilités pour lesquelles elles soutiennent mais elles participent pas. Mais je trouve déjà que juste cet extrait, ça parlait beaucoup en fait de ça. Du coup, c'est ce qui intervient après. Donc la première partie, c'est des extraits de ce qu'il y avait dans la télévision, donc des journaux, des publicités. Et après, c'est entrecoupé. Donc on voit la manif, du coup pour le droit à l'avortement, parce que c'était avant que la loi Veil passe. Donc c'était en plein de cette période où il y avait énormément de manifestations. Et comme ces manifestations, elles sont là pour essayer de réveiller un petit peu les gens et de leur expliquer pourquoi l'avortement c'est super important d'avoir les enfants qu'on désire. C'est marrant, on revoit tout un tas de slogans qu'on peut voir ressortir maintenant en manif aussi. Et donc c'est entrecoupé de scènes qui se passent dans un appartement parisien où on assiste de manière très frontale à un avortement clandestin. Donc avec d'abord il y a un grand dialogue, on sent qu'il y a une grande conversation qui est lancée, qu'on en a un petit morceau entre la personne qui va effectuer l'acte donc médical mais qui se fait de manière clandestine et la personne qui souhaite interrompre sa grossesse. Okay. Et donc c'est pour ça que ce film n'est pas pour tous les publics. Quand je vous dis que c'est frontal, on voit vraiment tout, rien ne nous échappe. Puisque l'avorteuse en fait va vraiment tout montrer à la personne qui du coup décide de faire une IVG. Elle va lui montrer son col de l'utérus, elle va lui expliquer tout ce qu'elle fait. Okay. Et donc je pense que ça peut être un peu un choc pour certaines personnes de voir ça. Et c'est aussi pour ça que c'est aussi important de le montrer. Oui. Et il y a quelques années, en 2021, le Grand Prix de la compétition nationale, c'était un film qui s'appelait Ma Télégravitante. Ouais.
c'était sur un atelier, donc c'était un documentaire sur un atelier d'auto-observation, d'autogynéco, qui était fait dans un squat à Nantes. Un film de Pauline Pénichou qui nous avait beaucoup marqué. Et je me rappelle avoir eu des discussions avec des gens qui avaient vu ce film, qui l'avaient trouvé incroyable, et qui me disaient du coup des personnes plus âgées, un peu de la génération de ma maman, qui me disaient c'est fou parce qu'en fait c'est l'auto-exploration et le fait d'apprendre à connaître son corps, c'est quelque chose qui était qui existait déjà dans les années 70. Et donc en fait on a un petit peu ce truc de cette femme qui découvre son corps au moment où elle va avorter, et du coup on sent qu'elle a pas peur du tout, qu'elle est extrêmement accompagnée dans ce moment qui est clairement pas le meilleur moment de sa vie, parce que c'est quand même pas quelque chose de super agréable, c'est quand même une épreuve, c'est psychologiquement et physiquement c'est quelque chose quand même, et mais on sent que elle est accompagnée et que là à cet instant-là elle a pas peur. Et donc c'est vraiment un document très très important, et parmi tous les films qu'on a vus, notamment pas mal de Carole Roussopoulos, on avait quand même envie de le montrer. Voilà. Et il y a d'ailleurs d'autres films de Carole Roussopoulos qui seront diffusés pendant le festival du court-métrage dans un programme qui sera diffusé qu'une seule fois, qui s'appelle Cours d'Histoire. Et donc là, ce seront 2 portraits de femmes qui étaient ouvrières dans les usines d'horlogerie de LIP, qui étaient à Besançon. Voilà, et qui, du coup, il y a eu une grève qui a eu beaucoup de retentissement, qui était très importante. Et donc, la Carole Roussopoulos, elle est allée filmer ces ouvrières, parce que, pareil, comme on parlait des réalisateurs tout à l'heure, mais souvent, quand on parle de militants, on voit plus souvent des hommes que des femmes, et pourtant, les femmes, elles ont eu un rôle très important, un peu partout. Donc là, c'est le portrait de ces femmes. Voilà ce que je pouvais vous raconter sur ce film. Donc, j'ai un peu raconté tout le film, mais en même temps, je pense que là, le spoil est nécessaire, parce que c'est important de savoir ce qu'on va voir quand on va se frotter à ce film-là. Clairement. Je comprends. Même moi, je suis pas sûr de pouvoir supporter. J'ai du mal. J'ai la connaissance de certaines choses, mais je suis sensible. Après, la fiction, la violence dans la fiction, ça va, mais la violence réelle, j'ai toujours. Enfin, c'est pas de la violence, mais dès qu'il y a un peu de sang, j'ai du mal. Oui, ça peut. Des personnes peuvent considérer que c'est violent d'assister à ça et de voir ça. Mais c'est important aussi de le voir. Donc peut-être que je ferai sûrement l'effort par curiosité. Mais... Puis à un moment où le droit à l'avortement est encore menacé. En 2023, c'est important de se rappeler tout le chemin qui a été parcouru pour pas lâcher, quoi. Ce qui se passe aux États-Unis, partout. Oui. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est nécessaire, mais on prévient. On préviendra bien dans le catalogue, d'ailleurs. Du coup, sans transition, je vais vous parler de Hola, qui n'a rien à voir, clairement rien à voir. Il avait reçu plusieurs prix quand il avait été diffusé en 2020. Donc c'est un film de Ariane Labed. C'était son premier film. D'accord. Et là, c'est vraiment plutôt, on va dire, on pourrait dire que c'est l'histoire d'une émancipation plutôt fulgurante d'une femme qui arrive en France pour rencontrer un homme avec qui elle va vivre et qui sera peut-être l'homme de sa vie. Mais en fait, non. En fait, c'est peut-être pas l'homme de sa vie non plus. Et donc, on va assister à l'arrivée de cette femme dans un foyer dans lequel elle va peut-être pas vivre le rêve qu'elle espérait. Et elle va avoir une trajectoire, elle va rester ou pas. Donc celui-là, je suis en train de tout faire pour ne pas vous le spoiler. Parce qu'il est super et il est plein d'humour et c'est aussi très très beau. Donc celui-là, il sera aussi diffusé dans les programmes Insoumise. Cool, je vais pouvoir le rattraper. Parce que nous, on l'avait pas vu quand il est passé. C'était en 2020, c'est ça ? Ouais, en 2020. Où il avait fait carton plein de prix pour un premier film, quand même. C'est assez impressionnant. Ouais, ça arrive assez régulièrement. L'année dernière, le Grand Prix, c'était aussi un premier film. Ouais. Il y en a qui se loupent pas. Leur premier coup, c'est déjà une grosse victoire. Donc c'est cool. Après, Ariane Labed, elle n'était pas non plus nouvelle dans le milieu du cinéma parce que donc c'était son premier film qu'elle a réalisé. Par contre, elle est comédienne aussi. D'accord. Elle a tourné dans pas mal de films que vous avez sûrement vus, des films de Yorgos Lanthimos. Ouais. Voilà. Donc elle a une expérience de cinéma. C'était pas la première fois qu'elle rencontrait des techniciens et des comédiens. Donc elle avait déjà cette petite expérience, peut-être que ça l'a aidé, je pense. Elle connaissait déjà le plateau. Voilà, c'est ça. Je pense qu'elle connaissait déjà bien, elle avait peut-être déjà ses petites idées, quoi. Elle n'a pas 19 ans et elle sort pas d'une école, même s'il y en a qui ont 19 ans qui sortent d'une école et qui ont déjà tellement de talent. Eh oui. Du coup, j'enchaîne avec mes Vasa Gritar. Ouais. Mes Vasa Gritar, c'est aussi un documentaire. On n'a pas... il y a des documentaires, mais il n'y a pas une majorité de documentaires. C'est vrai que j'en ai choisi 2 sur 3. Et mes Vasa Gritar, c'est un film sur une jeune femme qui s'appelle Mélissa, donc qui fait du catch, qui va aussi à la fac
Et donc, on va la suivre un petit peu dans sa vie quotidienne, que ce soit du coup à l'université, sur ses entraînements et ses combats de catch, et aussi quand elle mange au marché avec sa mère, enfin un petit peu dans plein de moments. Et on se rend compte que ça a l'air d'être une fille plutôt discrète, mais elle a quand même ses combats, et comme toutes les femmes, ça lui arrive d'avoir des moments un petit peu difficiles lorsqu'elle juste se promène dans la rue. Et donc on a l'impression que c'est vraiment une femme en lutte, mais discrète, qui fait ça à son rythme. Et peut-être que certaines personnes penseront qu'on a pris ce film juste parce que voilà, c'est une femme qui se bat. Ouais. Mais c'est pas vraiment le sujet du film là. Elle a une façon de s'approprier la violence et la force physique comme un loisir. Mais est-ce que ça la rassure ou pas quand elle se promène je sais pas, le débat peut être ouvert, mais en tout cas, c'est une femme forte, et une femme forte, c'est pas une femme qui met des coups de poing, qui est ultra violente ou qui hurle. C'est aussi Mélissa, c'est aussi une femme forte. Ouais. Il y a plein de manières d'être une femme forte. Voilà, exactement. Et du coup, c'est effectivement, quand on voulait pas appeler ça juste femme forte parce que c'est pas très compréhensible. Nous, on a choisi ce titre de Insoumise, portrait de femme indocile, parce qu'être une femme forte, ça veut dire être une femme en lutte. Et il y a plein de façons d'être en lutte, il y a plein de façons d'être une femme forte. Et il y a aussi les femmes qui aimeraient bien pouvoir se battre pour leurs droits, par exemple, mais qui peuvent pas forcément se le permettre. Donc, on a essayé de montrer vraiment des femmes qui sont un petit peu sur toute la planète et qui ont leur façon à elles de se battre. Il y a des films ultra drôles avec Laure Calamy, il y a Mélissa dans ce documentaire qui fait du catch. Il y a des films aussi, il y a un film qui se passe en Iran, un film d'animation sur des sportifs qui ont envie de tenter les Jeux Olympiques dans une pratique sportive que moi je connaissais pas du tout. Donc voilà, on a plein de portraits très différents, et voilà. On est loin des, on s'éloigne vraiment du cliché de la femme ménagère et de la femme objet, mais on n'est pas non plus dans le cliché d'une femme qui va agir comme un homme. C'est pas du tout l'idée. On nous dit dans le chat, dommage que ça tombe pendant le festival de BD d'Angoulême, j'aimerais trop y aller. Et non, pas cette année. Et non. Vous pouvez venir en même temps. Merci du follow, Villard, et de ton message. Bienvenue, Villard. Bienvenue à toi. Et j'ai vu... C'est vrai que d'habitude, nous, alors, nous, c'est pas le festival d'Angoulême, c'est plus Gérardmer, où on est toujours en mode « Ah bah, ça tombe à chaque fois un peu en même temps, etc. » Et là, pour une fois, on peut, si on veut, assister aux deux. Ouais. Gros combo, quoi. Ouais. Trop bien. on y pense, hein, mais ça faut y réfléchir. ça fait beaucoup enchaîner 2 semaines comme ça, faire que des émissions. Plus de 2 semaines. Hein, Ah ouais, non, ouais. On y pense. Ça fait 3 semaines à moi, quoi, mais bon. Ouais, c'est vrai qu'Angoulême, c'est en même temps, parce que moi j'aime bien aussi. Angoulême, souvent c'est en même temps. J'aimerais bien faire Angoulême, mais je ne le ferai jamais. C'est possible de faire les deux. Bah, cette année, c'est possible si tu veux. Ah bah toi, tu vas être prise dans la préparation, par contre. Ah, non, t'as pas... J'aurais 2-3 petits trucs sur le feu, ouais, je crois. Sans doute. Tant Donc, pis. non, c'est loupé. Oups, la semaine d'avant... Allez, salut, j'ai posé une semaine juste avant le festival. Ouais, je pense que ça ferait bien rigoler jaune tous mes collègues. Non, je vais pas faire ça. Je crois que c'est pas l'idée. Ce sera pour une prochaine vie. Ouais. Je ferai ça plus tard. Et il nous reste Avant que de tout te perdre, qui est passé au festival déjà. Il n'est pas déjà passé? Si, il est déjà Avant passé. de tout perdre, ouais, il est passé en 2013. Ouais. D'accord. Ah oui, non, pas du tout. Ouais, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu en fait. Mais peut-être que tu as vu le long métrage. Je sais pas si tu l'avais vu arrivé après. Jusqu'à la garde. Ah, d'accord, ok, oui, je vois. Okay. Parce que oui, c'est devenu un long métrage du coup. C'est ça, en fait, le court métrage. Et alors là, c'est pas. On parlait tout à l'heure de comment un court des fois devient un long. Là, c'est pas vraiment le court qui est devenu un long. C'est comme si le court métrage était un petit peu le début du long métrage. Le long métrage arrive plus tard dans la vie un tout petit peu plus tard dans la vie des personnages. D'accord. Par contre, on garde le même casting, donc effectivement, si en voyant Léa Drucker et Denis Ménochet dans la bande-annonce, peut-être que ça t'a rappelé le. Ouais, non, mais ok. Non, mais non, je n'ai pas vu jusqu'à la garde, mais j'ai vu des extraits et beaucoup d'analyses et de critiques. D'accord, ok. Non, c'est pour ça qu'il me disait quelque chose. Ok. Et là, on parlait de tension tout à l'heure dans l'accordeur. La tension dans Avant de tout perdre est juste incroyable. Le casting est génialissime aussi. Et je suis pas la seule à le penser, puisque quand il a été diffusé au festival, il a reçu 4 prix. Il a juste raflé les grands prix de tous les jurés. Le prix du public, le prix de la presse, le grand prix donc du jury pro, et aussi le prix du jury étudiant.
C'était une évidence. D'accord, Ouais, c'était, ouais. Et puis, évidemment, les différents jurys, quand ils décident de leur palmarès ou quand le jury étudiant il décide de remettre un prix, il ne sait pas du tout ce que les autres ont choisi. Du coup, d'influence, voilà, tout le monde apprend en même temps le soir de la cérémonie de clôture. Ouais, il a déjà un prix, mais nous, on lui remet un prix aussi après. Ouais. Et là, il reçoit tous les prix d'un coup. Et c'était C'était incroyable. merde, il en a trop. Ah, il en a trop. Non, il mérite tous ses prix. Moi, je suis j'imagine. extrêmement fan de ce court-métrage puisque j'étais dans le jury étudiant cette année-là, donc je fais partie des gens qui ont fait quoi il a aussi un prix de la presse, quoi, il a aussi ça. Et le réalisateur a vraiment fait un coup de maître, je pense, avec ce court-métrage. Et le long-métrage, il avait été diffusé aussi dans le cadre du festival, puisqu'il devait sortir en février. Je ne pourrais plus sortir la date de sortie du long-métrage, mais on s'était dit du coup que ce serait quand même chouette de pouvoir diffuser en avant-première le long, donc c'est ce qu'on avait fait. Et on avait eu la chance de recevoir le réalisateur, son producteur, accompagné des comédiens aussi. Il y avait Denis Ménochet et Léa Drucker qui sont venus sur le festival. On était super contents de revoir le réalisateur avec son nom. Le producteur aussi, c'était toujours le même qui l'a accompagné. D'accord. Et le long métrage est vraiment incroyable. Enfin, les deux, quand on a la chance de pouvoir voir les deux, le court avant et le long après, c'est vraiment combo gagnant. C'est de super films. Et puis pareil, ça a été surrécompensé à Clermont et après aussi, puisque le long métrage a reçu 5 Césars, je crois. Le court-métrage a reçu le César du meilleur court-métrage en 2014. À ce point-là, ok. Et le long, il a reçu 4 ou 5 Césars. Donc, carton plein, c'est sûr. Ouais, bah après, quand c'est bon, c'est bon. Hein. Voilà, exactement. C'est ça, exactement. Non, puis en plus, c'est vraiment c'est un sujet... Effectivement, peut-être qu'en lisant le synopsis, on peut se dire c'est un sujet peut-être qu'on a déjà vu, mais il y a un traitement qui est vraiment incroyable. On a l'impression de regarder un thriller et on est sur une famille qui explose en fait. Ouais. Donc il y a vraiment quelque chose de très particulier. Et moi, quand on me demande dans les longs métrages français, c'est pas terrible, qu'est-ce que tu pourrais me citer comme long métrage français qui est vraiment bien sur ces 10 dernières années? Et celui-là, c'est le number one. Ouais, vraiment. Ouais, il y a un travail des acteurs qui est exceptionnel dans ce film. Ouais. Et voilà pour mes suggestions. J'en avais une autre, mais je crois qu'il avait pas de bande-annonce ce film. Je crois que c'est ça, il y en avait certains où il n'y avait pas de bande-annonce, donc on n'a pas pu voir tout ce que tu as proposé, mais si tu veux en parler, c'est possible. Hein. Bah, je sais pas, ça fait déjà pas mal, mais je peux dire juste un mot. C'était si j'avais dû choisir encore un film à rajouter à la liste, c'était Le Grand Prix de l'année dernière, qui est un documentaire. Décidément, j'aime vraiment bien les documentaires quand même. Et La lutte est une fin, c'est un film qui m'a beaucoup marqué, que j'avais beaucoup défendu, et j'étais pas seule en délibération finale, ce moment où on se bat pour faire passer nos films chouchous, ceux qu'on a vraiment envie de partager. Et un premier film qui a reçu un grand prix aussi à Clermont, donc c'est un film super. En plus, je connais pas très bien Marseille, ça se déroule à Marseille, ça parle de boxe, ça parle de plein de sujets aussi super actuels, donc la pratique sportive, c'est pas particulièrement mon truc à la base, mais là, la façon dont il a filmé des gens qui apprennent à boxer et ce que ça leur apporte. Il y a des gens qui expliquent vraiment pourquoi ils ont eu envie d'apprendre à boxer et ce que ça leur fait dans leur vie quotidienne de savoir se défendre. Pas d'avoir envie de taper les gens, mais de savoir se défendre, on est là-dessus. Ce que ça leur fait, et c'est super intéressant. Vraiment super intéressant au niveau psychologique. Il y a un petit côté social aussi. Enfin, il y a plein de choses que moi j'adore dans le documentaire. Et donc, à l'occasion, si vous pouvez voir La lutte est une fin, il faut foncer. Bah, carrément, je crois qu'il y a encore quelques temps, il était dispo sur le site de France Télé, mais c'est plus le cas. Mais c'est vrai que ça fait partie des films qu'on a ratés. On a raté, oui. Et après, quand on voit la cérémonie de clôture, on voit les prix, etc., on se dit mais on l'a pas vu du tout ce film. Pas du tout. Et ça a l'air bien. C'est un peu frustrant, mais du coup, les rétrospectives, ça permet de revoir des films qu'on a ratés parfois. Voilà. Et puis le forum, comme on disait, 3 mars 2024. Et le forum. Forum des images pour le rattrapage. Tous les films primés, effectivement. Non, pas tous non plus. Ça ferait trop encore. Mais, tous les grands prix, je veux dire. Ouais, tous les grands prix. Ah oui, tous les grands prix, ça, au moins, c'est sûr, carrément. On peut les rattraper à ce moment-là. Ok. Je sais pas si on avait. Je pense qu'on. On arrive sur la fin de l'émission. On arrive sur la fin de l'émission, je pense. Eh ben, on te remercie, Laura, d'être venue nous parler du festival, de qu'est-ce que c'est que faire un festival de court-métrage. C'était très cool. Merci pour la découverte de l'Arcordeur, encore une fois. Avec plaisir, comme toujours. Ça nous a fait très plaisir. Et puis, nous, on va rendre l'antenne. On se dit à bientôt. De toute façon, on est là chaque mois. La prochaine émission. Chaque mois, la prochaine émission, c'est avec. Le 1er décembre avec Top Shot. Ouais, c'est ça, oui. Donc, on se retrouve dans 2 semaines sur la chaîne du collectif Le Réseau,
Suivez-nous sur les réseaux, allez voir les replays pour voir d'autres trucs. Bien sûr. On fait que parler de courts-métrages ou d'autres choses. Hein. Et c'est pendant la semaine du festival de court-métrage de Clermont-Ferrand. Et on sera là tous les matins, quasiment, sauf le premier jour, hein, parce qu'on n'aura rien vu encore. Ouais. Mais vous pouvez nous retrouver pour parler des courts-métrages qu'on aura vus, débriefer, vous dire quelle séance aller, ne pas louper. Donc c'est ça, ouais, début février. Début février. La date exacte, c'est du 2 au 10 février. Du 2 au 10. C'est la veille de mon anniversaire. Ah, c'est pas mal ça. Je fais tous mes anniversaires là-bas depuis 5 ans. Dans le froid, en Auvergne. Parfois dans la maladie. Dans la maladie, je l'ai vu dans la maladie. Première année. Hein. Je m'en souviendrai toute ma vie de ma première année. Cette pluie de sachets de smecta. Enfin bref. Sur ces bonnes paroles. Bonne journée tout le monde, bonne fin de journée. Bonne fin de journée, restez, pour ceux qui sont encore là, on va vous envoyer chez quelqu'un. Je sais pas encore qui on va voir. Mais restez, attendez juste une minute et voilà, autre programme. Allez, à tous. Sur ce, bonne soirée à tous et à bientôt. How do I deal with